Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse analyse, une très très grosse analyse et très très en retard parce que de toute façon elle pouvait pas être grosse si elle n'était pas très en retard. Parce que aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, on va vous parler de la All Elite Wrestling, on va vous parler de Double or Nothing qui s'est passé le 29 mai 2022 à Las Vegas, Nevada, USA dans la T-Mobile Arena, sold out. 14 459 spectateurs exactement, aux commentaires Excalibur, Jim Ross, Tony Schiavone. Vous m'avez peut-être identifié, je suis le dinosaure masqué que dit, je suis votre Luchasaurus des podcasts, votre old school, tonton catch-up. Et pour m'accompagner, pour analyser, encenser ou mettre en PLS ce pay-per-view de la All Elite Wrestling, on va accueillir mon tag team partner habituel sur la All Elite Wrestling, un autre spécialiste de l'indie et toujours le choc des générations entre le tonton et tout simplement la taloche, notre bonne taloche du catch. C'est notre Tao qui est de retour sur la All Elite Wrestling. Bienvenue mon Tao dans la review en retard, mais la review au rendez-vous. Salut tonton, salut à tous les auditeurs de Catch-Up, enchanté d'être ici pour cette grosse analyse de Double or Nothing qui est aussi un énorme pay-per-view. Donc on s'est permis de prendre notre temps pour pouvoir faire un gros truc, voilà, parce que c'est quand même le plus gros pay-per-view de l'année du côté de la All Elite, je rappelle. Ouais, tout à fait, c'est énorme pay-per-view, hein. On va vous donner d'entrée, ça dure 4h40, donc il fallait les avoir bien accrochés pour ce pay-per-view-là. C'est effectivement le gros spot de l'année, le plus gros spot. J'ai regardé un peu les timings, je disais c'est à chaque fois, Double or Nothing, c'est vraiment le gros truc de l'année à la All Elite Wrestling, et on pouvait pas quand même ne pas vous le reviewer. Alors on s'excuse encore auprès de vous, chers auditrices, auditeurs, voilà, on est très en retard, peuple de catch-up, on avait du mal à croiser les agendas avec Mataloche, et enfin ça y est, on a réussi à s'intercepter sur le petit oiseau bleu. Allez suivre la taloche, Taloche ou Attao, je sais plus. Non, Attaophile, PW. PW, c'est ça. PW, tout ça. Et pour Twitter de Catch-Up, c'est @Catch-Up CDC. Donc voilà, donc écoutez, on vous propose, peuple de Catch-Up, de vous faire une grosse analyse de ce Double or Nothing et restez avec nous puisqu'après le top flop note traditionnelle, on enchaînera sur les news et l'actualité de la All Elite Wrestling qui a suivi Double or Nothing, car qu'il s'est passé plein de choses. Mon Tao, je te propose qu'on commence par le buy-in. C'était vraiment très expédié. C'était surtout, en fait, pour nous lancer pour la première fois Danhausen et Hook ensemble qui un peu se sentent un petit peu, se reniflent depuis quelques semaines, et donc ils étaient dans le buy-in, ils affrontaient Tony Nese et Mark Sterling. Ça a été un match de 5 minutes 20, je ne sais point si tu as regardé le buy-in mon cher Tao, mais c'était surtout en fait pour nous vendre la première victoire de Danhausen et Hook en tag team. C'est ça, je l'ai regardé, chose que je fais habituellement pas chez les autres ou même à AEW généralement, mais là ce match-là j'avoue qu'il m'intéressait parce que j'aime beaucoup la construction de Hook et Danhausen depuis le début, la petite équipe Hawkhausen. Je trouvais ça super sympa, le délire avec Tony Nese et Smart, Mark Sterling était aussi assez marrant, j'ai trouvé. Donc je l'ai regardé ce match et ça fait qu'il était très rapide, mais de toute façon on s'attendait déjà à ce qu'il allait se passer. Et pour le coup, j'ai trouvé le match vraiment sympa. Voilà, c'est un petit match marrant qui prend pas trop de sérieux et qui fait une bonne mise en jambe, je trouve, dans ce gros pay-per-view. On se met dans l'ambiance tranquillement et je trouve ça super fun. Écoute, moi je reconnais que je ne l'ai pas regardé. Donc voilà, je ne me suis contenté que du résultat et de voir voilà les buy-in ou les pré-shows, c'est souvent des fois pas le temps tout simplement. Donc comme je savais en plus que la carte s'annonçait Mouse costaud, j'ai fait l'impasse sur le buy-in. Donc je dis du 100%, je valide sur ton analyse, mon cher Tao. Allez, là on attaque, c'est parti hein, mon ami. Hein, là on attaque sur le super lourd, on attaque sur la carte principale. On est dans l'opener et on va ouvrir l'opener avec une des rivalités les plus hautes à la All Elite en ce moment, tout simplement ce qui se passait entre MJF et Wardlow. C'était attendu, ils se sont pareil tournés autour pendant des semaines. Il y a eu tout un tas de polémiques avant le pay-per-view hein, déjà avec MJF qui a plus ou moins worké tout le monde en annonçant qu'il allait pas se présenter, qu'il n'était pas content de son sort, que ça allait pas se passer comme ça, et vous verrez ce qui va se passer avec ma grand-mère. Et puis finalement, il est quand même venu, hein, l'animal de MJF, et du coup, à peine il va monter sur le ring, alors grosse pop au départ d'entrée de Wardlow, MJF rentre sous une bronca
absolue et il va à peine monter sur le ring, il va esquiver d'entrée une charge de Wardlow. Il va y avoir tout un tas de chants d'ailleurs du public, le public qui va commencer à être monstrueux dès l'opener, puisqu'on va avoir un droit à un He Showed Up qui va fuser de toutes parts dans la salle pendant quasiment les 3 premières minutes de match. Le match en lui-même ne va durer que 7 minutes. MJF va tenter d'agresser Wardlow dans le dos, mais un peu comme un moustique inoffensif. No sell absolu de Wardlow. MJF va réessayer quand même de s'y rattaquer. Il va réussir à contrer une tentative de powerbomb, mais finalement, MJF il va tenter quand même, je crois, quelque chose. Il va tenter un sunset flip que Wardlow va bloquer sans trop de peine. Finalement, il va y avoir une morsure. MJF va aller jusqu'au bout du bout. Il va même tenter de mordre le Wardlow et il aura beau enchaîner des coups de poing sur l'adversaire, celui-ci ne va pas broncher. C'est 0 selling pour Wardlow ce soir. Des chants fuck you MJF vont commencer à retentir dans tous les sens suite à un high poke sur la bête, le F10 man. Et finalement, dans un geste de désespoir, MJF va essayer d'utiliser la bague sous des bullshit dans tous les sens, mais l'arbitre va s'en apercevoir et va lui retirer. Finalement, Wardlow va réussir à coller une énième powerbomb, en l'occurrence, je crois, la 10e. Et pour le compte de 3, au bout de ce match, qui va durer, en l'occurrence, 7 minutes 30. Et après le match, MJF va être mal en point et va être emmené tout simplement sur une civière. Et on apprend que dorénavant, ça y est, Wardlow fait partie du roster officiellement de la All Elite Wrestling suite à ce presque squash match, parce que je pourrais pas l'appeler quand même un squash match. Et voilà, ça y est, mon Tao. C'est terminé. Le soir de Double or Nothing, les comptes sont réglés entre Wardlow et MJF. C'est ça, c'est ce qu'on attend de gros shows et de gros pay-per-view de la All Elite, surtout qu'ils en font beaucoup moins, donc on s'attend à avoir des fins de grosses rivalités. Et ce qui a été le cas du coup dans ce premier match, dans cet opener entre Wardlow et MJF, l'histoire qui tourne quand même déjà depuis pas mal de temps, on s'attendait à que ça arrive. Et c'est arrivé, le match après une tournure, on va dire, favorable pour Wardlow, c'était vraiment un match à sens unique. Il l'a totalement détruit, MJF a essayé de jouer le fourbe, mais ça n'a pas marché. Pour une fois que ça marche pas, en plus c'est son ancien garde du corps, donc je trouve ça plutôt ironique que ça marche pas sur lui. Mais voilà, c'était vraiment, c'était pas un squash effectivement. Moi je considère pas en tout cas que c'était un squash, c'était vraiment une mise, au début, MJF qui essaye de fuir, qui essaye de jouer la fourberie, mais qui n'y arrive pas, et Wardlow qui prend l'avantage parce que physiquement il est largement au-dessus de MJF, en tout cas c'est ce qu'ils veulent nous raconter. Et ça a très très bien été fait. On reviendra sur ce qui s'est passé avec MJF après l'analyse du gros pay-per-view, mais en tout cas, voilà, on se demandait est-ce qu'il allait vraiment venir, est-ce qu'il allait vraiment être là. Et c'est pour ça d'ailleurs l'entrée de MJF a pris un petit peu de temps au tout début et on a cru que le troll allait arriver. Et voilà, c'est bien arrivé. MJF a joué le heel parfait comme il le joue à chaque fois. Mais ce soir, la victoire était pour Wardlow et elle a très très bien été faite. Et là, on le hisse très très haut directement dans la carte parce que MJF était déjà lui-même très très haut dans la carte. Donc après une victoire comme ça, il peut que être un futur grand de la promotion. Ouais, je suis complètement d'accord, je te rejoins là à 100%, je pense que ça a été parfaitement booké cette affaire, il fallait pas un très long match et c'était bien comme ça. Cette victoire de Wardlow, j'ai envie de dire que quasiment tout le monde l'attendait. MJF a fait un work formidable pendant toute la semaine qui a précédé le match. C'était ciselé, c'était des petits oignons sur les réseaux sociaux, c'était un régal. Bien sûr qu'il a fait patienter le public avant de rentrer, évidemment, et c'était formidable comme ça, avec une hit de la part du public de Las Vegas, mais un truc de malade, quoi. Il s'est fait pourrir pendant tout le match, insulté, enfin bref, ça a été un truc de dingue. Et en même temps, on sent que le public le adore, on est dans le en même temps, ça y est, c'est reparti. La macaroni est à peine élue qu'on repart dans le en même temps. Et du coup, franchement, ouais, pour moi, c'était opération réussie. Alors, deuxième match, mon Tao. Et alors là, pour moi, c'était la nostalgie qui marchait à bloc. Et en même temps, encore une fois, la nouvelle génération qui est là. Et on avait un tag team match assez old school d'un côté avec les Hardys, Jeff Hardy, Matt Hardy, qu'affrontent les Young Bucks, Matt Jackson, Nick Jackson, Brothers versus Brothers. Alors, avec Brandon Cutler, quand même, qui est dans les environs. Toujours. Et toujours. Et donc, c'est assez extraordinaire parce que là, on est dans la machine à remonter le temps sur certains aspects et on est toujours dans un festival de clins d'œil et de dédicaces et de références
super old school par moment, quoi. Donc faut vraiment avoir l'œil et on va avoir un match quand même qui va durer 19 minutes 15, mais qui va pas se passer quand même dans des conditions super, parce qu'au bout de quelques minutes, Jeff Hardy prend un KO, un vrai KO, quoi. Il prend une vraie commotion et ça va fausser pas mal de choses. Matt Hardy qui est quand même très limité dans le ring du fait lui aussi de son état physique quand même. Par exemple, je crois que c'est sa jambe gauche qui bouge quasiment plus, quoi. Ça, ouais. C'est assez terrible. Par moments, on a presque l'impression des fois qu'il est atteint de la polio. De la poliomyélite. Je trouve que c'est assez terrible à voir. Donc, j'avoue que c'est là où mon cœur est partagé. On va en parler avec toi, Mataloche. Mais voilà. Et les Young Bucks ont été. Les Young Bucks, moi j'adore. Donc, clairement, je les ai trouvés assez fantastiques. Et quand ils se sont rendus compte de ce qui se passait, que l'arbitre est venu donner des consignes et tout ça, et comment ils ont catché après derrière, et que l'autre est continué à être un malade. C'est-à-dire, il se rappelle plus de rien après 2 heures après le match, mais il a trouvé le moyen de venir coller une Swanton, etc. Donc on a eu droit au truc, à ce qu'il fallait, je pense. Peut-être, pour moi, la surprise la plus forte, ça aura été le résultat de ce match, puisque c'est la victoire des Hardys. Vraiment, je pensais pas. Je pensais vraiment que les Hardys allaient venir pour vendre les Young Bucks. Alors, est-ce qu'ils en ont besoin? Et est-ce que c'est parce qu'il va y avoir une revanche? Certainement. Mais je pense que ça va pas en rester là, cette histoire. Mais assez étonnamment, les Hardys vont gagner le match. À la toute fin du match, Matt Hardy va exécuter son Twist of Fate après le side effect sur Nick Jackson. Et c'est Jeff Hardy qui ponctuera le match avec le Swanton Bomb pour le compte de 3. Victoire des Hardys, Tao. Alors, est-ce que sur toi, la nostalgie a marché? Alors, faut savoir, pour la petite histoire, que Jeff Hardy, c'est le catcheur qui m'a fait suivre assidûment le catch. Donc déjà, forcément, il y a de la nostalgie là-dedans. Dès que je vois Jeff Hardy, de toute façon, il y a de la nostalgie. Qu'il soit en état de combattre ou pas, d'ailleurs. Mais ce match-là, je l'ai trouvé super intéressant, alors que de base, j'avais forcément pas envie de le voir. Parce que je trouvais que l'histoire racontée entre les deux, en tout cas pour construire ce match-là, était vraiment trop facile. On a Matt et Jeff qui du coup, enfin Jeff vient d'arriver et du coup ils font quelques combats en équipe, ils sont affrontés, enfin Jeff en tout cas a affronté Adam Cole dans le tournoi Owen Hart et Oui. du coup il a perdu et du coup après on a eu la confrontation entre les Young Bucks et les Hardys et en fait c'était à peu près tout, donc j'avais un petit peu du mal moi à m'investir dans cette confrontation et en fait le combat en lui-même il m'a beaucoup plu parce que je l'ai trouvé très pertinent. On a d'un côté effectivement comme tu l'as dit les vétérans contre les jeunes, mais j'ai trouvé encore plus que ça. Maintenant, on arrive dans une dynamique en fait où les Hardys, en tout cas dans ce match-là, moi je l'ai senti comme ça. Je sais pas si toi tu l'as senti comme ça aussi, tonton, mais je les ai sentis en fait les vieux dépassés un petit peu. Et les Young Bucks, c'est les mecs qui sont à jour et qui arrivent à prendre de vitesse en fait les Hardys sur à peu près tout. Dans cette confrontation, en tout cas, les Hardys étaient vraiment pris à chaque fois de vitesse par les Bucks et j'ai trouvé ça super pertinent à raconter. Effectivement, il y a le problème de Jeff qui prend une commotion assez tôt dans le match et du coup, on va dire les 15 dernières minutes de match étaient pour lui un petit peu en pilote automatique. Heureusement qu'il y avait les gens autour de lui pour faire le taf, même si je trouve pas que ça soit forcément le mieux à faire avec Jeff, hein, surtout avec les problèmes qu'il a. Mais en tout cas, le match, j'ai trouvé très très pertinent dans la façon de raconter la chose. Et comme toi, effectivement, je pensais que les Young Bucks allaient quand même remporter cette victoire. Et en fait, c'est les Hardys. Et d'ailleurs, je tiens quand même à noter le magnifique selling de Nick Jackson sur le Twist of Fate. Parce qu'il se plante le crâne sur le ring. Et il le fait à 2 reprises à la fin. Parce que Matt porte 2 Twist of Fate avant que Jeff porte le Swanton Bomb. Et Nick, il les porte tellement bien qu'en fait, j'ai l'impression que le Twist of Fate est vraiment une prise dévastatrice, alors que ça fait plus de 20 ans qu'on se la tape, et qu'elle n'a pas forcément été non plus beaucoup mise en avant. Et voilà, mais en tout cas, le match, j'ai trouvé très très bien construit, même si un petit peu étonné, effectivement, de la victoire des Hardys. Ouais, c'est mon plus gros étonnement en fait, moi sur ce match. C'est la victoire. Vraiment, je n'aurais pas parié un centime sur les Hardys. Je pensais vraiment qu'ils allaient vendre les Young Bucks j'ai du mal à imaginer les Hardys sur une feud au long cours. Je pense qu'ils sont plus en état physique pour faire ça. Ouais, Moi, ouais. vraiment. Mais tu vois, moi j'étais hypé par ce match parce que pour une certaine nostalgie, pour un passage de flambeau, parce que pour moi les Young Bucks c'est les Hardys 3.0. Euh, j'adore ces catcheurs, ils font des références old school à des catcheurs que j'adore moi-même déjà, tu vois, des années 80 et ça à chaque fois je
trouve que c'est tellement beau en 2022 d'avoir un couple de frères comme ça qui vrai, fait des c'est vrai. références comme ça. Et Moi, d'ailleurs, ça fait plaisir à un vieux fan comme moi, en fait. Tu vois, c'est c'est ça le sûr. truc. Mais d'ailleurs, C'est on l'a que- pas noté, mais l'entrée des Bucks, c'est sur du Elvis, hein. Oui, Ils oui, sont c'est sur entrés du Elvis. cosplayés en Elvis et ça, c'était très très fun parce qu'on était à Las Vegas aussi, mais c'était très fun. Ouais, et donc tu vois, pour un gars de ma génération, eh ben franchement, voir ces jeunes-là, c'est que du bonheur, quoi. Moi, les Young Bucks, j'en demande toutes les semaines, tous les mercredis, tous les vendredis, tous les pay-per-view, toute la nuit, tout le temps, sans arrêt, all night long, les Young Bucks, quoi. Donc voilà, moi, ma déception, ça aurait été quand même la victoire des Hardy. Je trouve que c'était pas ça. En tout cas, c'est pas comme ça que j'aurais booké cette affaire. Mais et on aurait pu battre en plus les Hardys d'une manière qui les affaiblisse pas, et ça les aurait pas affaiblis en plus de toute façon. Non, Leur non, hype, elle jamais. est là. Le public était comme des fous. Le public, ils étaient au taquet pendant le match, donc c'était que du bonheur. Puis, Le public, je vais en parler souvent parce que le public a été extraordinaire tout ouais, le long du paper, malgré les incroyable. 4h40. Eh ben franchement, malgré les 4... Alors il y a quelques baisses, là on y arrive là sur le troisième match de la carte, puisqu'on avait le AEW TBS Championship, Jet Cargill qui affronte Anna Jay. Petite rivalité, hein, ça a duré 2-3 semaines en fait, hein, leur rivalité entre elles dans les weekly. Jet Cargill est en mode destruction absolue. J'ai ouï dire qu'il y avait une grosse fédération qui avait quand même pas mal l'œil sur elle. Elle est dans une streak de folie. Elle va avoir un match assez court comme elle en a l'habitude, peut-être un petit peu plus long que d'habitude, parce qu'Anna Jay leur a résisté 7 minutes 25. Mais la petite Anna Jay, ou la grande Anna Jay d'ailleurs, qui est de grande taille quand même, et va se faire quand même déboîter dans les règles. Elles vont avoir quelques spots, hein, elles vont monter sur les cordes et tout ça. Cargill, elle va aussi se servir de la présence de Stokely Hathaway, hein, qui va faire une apparition, et qui est donc l'ancien Malcolm Bivens à la NXT 2.0, qui était le manager des Creed Brothers, si vous situez. Voilà, qui est un mec très connu dans le business indie et tout ça, et donc c'est absolument pas une surprise de le voir débarquer dans une nouvelle fédération, en l'occurrence Stokely Hathaway is All Elite dorénavant. Et la championne va terminer finalement sa challengeuse, hein, parce qu'au bout d'un moment ça suffit bien, donc elle va passer son finisher, tranquille la Jade, 1, 2, 3, après le match il y aura Kira Hogan et Red Evil qui vont venir relever la perdante pour finalement subir une attaque de Jet Cargill, sauf que Chris Statlander débarque à toute vitesse pour venir les empêcher, et tout d'un coup un autre thème musical va rebondir. Alors là attention, overbooking de fou dans la fin de ce match de Jet Cargill et d'Anna Jay, puisque c'est tout simplement Athena, une autre ancienne NXT, alors là elle NXT main roster, puis NXT 2.0, puis licenciement, puis All Elite. Athena is All Elite, et alors là grosse pop, mon Tao, tu me diras ce que t'en as pensé. Et les trois bad girls vont être obligées de se tailler la route face aux trois lutteuses qui représentent dorénavant une menace sérieuse à ne pas négliger, ma foi. L'info principale, Jet Cargill est toujours undefeated TBS champion. J'ai envie de dire que les choses sont dans l'ordre. Tout à fait, tout à fait. On n'avait pas de surprise sur ce match-là. On savait déjà qui allait gagner. Moi, j'étais pas du tout embarqué par la rivalité. On a déjà eu cette confrontation avec Anna Jay et le match n'était pas forcément très très bon. Là, je trouve que le match était quand même plutôt sympa. Honnêtement, c'est peut-être l'une des meilleures prestations, que ce soit de Jet Cargill ou d'Anna Jay. C'était vraiment assez sympathique. Bon, c'était toujours pas incroyable. C'était clairement mieux que les dernières fois. Je trouvais ça très très cool. Jet Cargill, elle a toujours son fameux big boot là, qui m'impressionne à chaque fois. Là, elle l'a mis en pleine poitrine d'Anna Jay, c'était phénoménal. Et du coup, la finisher à la fin, depuis la deuxième corde, qui elle aussi était super cool. La surprise de voir Stokely Hathaway ici, qui malheureusement, je trouve, n'a pas été forcément très bien utilisé à NXT, parce que c'est vraiment un très bon orateur, hein, il le sait très bien. Et d'ailleurs, pour la petite information complémentaire, mon tonton, je me permets, il lui avait proposé de monter dans le main roster pour un petit cachet de $200,000 l'année, et il a refusé. Comme quoi, c'est pas l'argent qui l'intéresse, c'est plutôt vraiment la passion, hein, de ce qu'il fait. Et voilà, je trouvais ça très très cool de le voir ici. Et apparemment, d'ailleurs, Tony Khan l'a confirmé en interview, mais en fait, il voulait pas du tout contacter Stokely Hathaway avant la fin de son contrat. Et son contrat s'est terminé le samedi, donc la veille du pay-per-view. Et en fait, ça s'est fait très très vite, hein, du coup, cette signature. Parce qu'il est All Elite, hein, c'est pas du tout comme si c'était à l'apparition. Il est vraiment All Elite, donc il sera un régulier. Donc ça m'a étonné de le voir ici, mais c'est un énorme ajout, je trouve, pour tout le groupe des baddies de Jet Cargill, qui a besoin, elle aussi, même si elle présente très bien, je pense qu'elle a besoin derrière d'un manager qui arrive à avoir du répondant constamment, et ça fonctionne très bien avec lui.
Et la dernière surprise, du coup, parce qu'il y en a beaucoup dans ce match-là, Athena, du coup, arrive, l'ancienne Humber Moon de WWE, qui est elle aussi un énorme ajout pour la All Elite, parce que c'est une catcheuse incroyable, avec un physique un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les grosses promotions, et c'est une très très bonne catcheuse. Donc ça, c'est sûr que par contre, si on la met ici, il va falloir avoir quelque chose d'autre, parce que malheureusement, elle passe après des Toni Storm ou des Ruby Soho, qui, elles, ont eu une grosse arrivée, mais pas grand-chose de concret après. Donc, on espère qu'en tout cas que pour Athena, ce sera un peu plus concret. Ouais, on va voir. Écoute, elle arrive, donc on va pas. Moi, je veux pas trop me lancer là-dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était bien foutu l'overbooking de la fin. Tu Ouais, vois, c'était très bien. j'ai trouvé que c'était très bien. Ça tombait bien sur un match qui était court, qui durait 7 minutes 25. Derrière, qu'il se passe des trucs, qu'il y ait une nouvelle arrivante, que ça chauffe le public en plus en prévision du match qui allait arriver derrière. Tu vois, et puis Athéna, moi, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup. Donc, moi, j'ai confiance en elle, tu vois. Je pense que, pareil, voilà, une nana qui, je pense, a certainement pas eu le run qu'elle méritait dans le main roster. C'est sûr. Pour moi, elle a eu une rivalité fantastique avec Asuka à NXT. Et elle a fait quelques bonnes choses, dont des matchs dans le Rumble. Voilà, elle a eu quelques spots pour moi, qui étaient quand même assez mérités. Et dommage, mais on va voir ce qu'elle va donner Athena à la All Elite Wrestling. Et ça nous embarque. Ça va donner un peu de l'action dans le TBS Championship. Ça va mettre un peu en danger Jade Cargill. Et ils vont bien trouver la fille qui va la mettre en danger. Moi, je connais une certaine Nyla Rose, par exemple, qui pourrait la mettre en danger. Hein. Moi, C'est vrai. j'achèterais fortement un Jade Cargill versus Nyla Rose. Allez, alors là, mon Tao, tu le savais parce que je te l'avais dit sur le Twitter. Ce match me vendait du rêve, tout Ah, simplement. moi aussi. C'était un des matchs que j'attendais le plus sur la carte. House of Black, Malakai Black, Brody King et Buddy Matthews affrontent le Death Triangle avec Pac, Rey Fenix et Penta Oscuro dorénavant, puisque ce n'est plus le Pentagone ou le Penta Cero Miedo. Là, il est passé à Penta Oscuro, le Penta Hombre. Oh là 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 là, c'est du chaud bouillant, les amis. Là, alors là, on va s'ambiancer, mais comme jamais. Ce match, voilà. Alors, il y a une espèce de marotte là avec la All Elite Wrestling en ce moment qui tourne sur le fait, un marronnier, pardon, qui tourne sur le fait que il faudrait introduire un trios match, etc. J'ai déjà eu l'occasion de dire à l'antenne que moi j'étais favorable à ce marronnier, mais visiblement qui n'arrive jamais et qui restera peut-être définitivement un marronnier à la All Elite Wrestling. Mais quand on voit un match pareil, on se dit qu'un trios championship, eh ben, ça aura une sacrée gueule sur les hanches des deux équipes là. Et on a eu un match de 15 minutes 35. Euh, pff, euh, c'est une forme de spot fest, mais tout dans un mode de destruction et de style tellement différent de la part des six catchers que c'est assez phénoménal. Alors le public, bah voilà, le public, il est on fire quoi. Je crois que là, les entrées, tout est là quoi. Vers la toute fin du match, on aura droit à Pac, hein, qui va vouloir monter sur la troisième corde pour appliquer le Black Arrow. Et les lumières de la salle vont s'éteindre, vont se rallumer et vont laisser apparaître qui? Bah, Julia Hart, qui vient cracher son Black Mist au visage de Pac. Alors bien sûr, il est étourdi, il va tomber lourdement sur le ring et ça va laisser tout le temps à Malakai Black d'appliquer le Black Mass pour le compte de 3. Peuple de catch-up, je vous le dis honnêtement, je ne fais pas de PBLP sur ces 15 minutes 35 de match. Pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée, dans le top 3 de la soirée. Allez voir les highlights si vous n'avez pas encore vu ce match. Pour moi, c'est un bijou de trio ce match. Alors, moi qui aime la lucha libre et le catch mexicain, je peux vous dire que je me suis régalé quoi. Et alors bien sûr, il y a deux Mexicains dans l'affaire. Tout de suite, ça aide. Mais c'est un match international avec un Hollandais, avec un Australien, avec un Anglais. Enfin bref, c'est la folie ce match. Et Brody King, je me souviens plus, il est Hollandais également. Et c'est incroyable. C'est un régal parce que c'est un spot fest avec des tentatives de dive de fou quoi, de Brody King à l'extérieur de ligne, qui est le plus massif des six catchers et qui va se jeter sur tout le monde pour faire des strikes. Enfin bon, je veux dire, c'est du bonheur. On ajoute à ça une touche féminine avec Julia Hart, bien en mode dark. Moi, j'ai bien aimé là comment elle nous a été présente. Autant je ne l'aimais pas du tout quand elle était avec Brian Pillman Jr. Avec les Varsity Blondes. Autant là, en heel, eh ben, je trouve que ça colle tout à fait. Le Black Mist, moi, j'adhère. Et du coup, bah, moi, j'ai baigné dans mon jus. Donc, je vais passer la parole à la Taloche parce que là, je crois que là, n'en jetez plus. Ouais, bah franchement, comme tu as dit, je vous conseille d'aller regarder le match en entier. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée, et même l'un des meilleurs matchs, franchement, depuis le début de l'année. J'ai adoré ce combat-là.
Les entrées, comme tu l'as dit, sont incroyables et pour de vrai, c'est peut-être les meilleures entrées actuellement à la AEW. Avec les jeux de lumière, avec la musique, tout est bien fait, que ce soit pour la House of Black ou le Death Triangle. Ça fonctionne super bien, c'était super cool. Je te reprends juste Brody King et américain du coup, donc on a vraiment Américain Brody King, beaucoup de pardon. Ok. nationalités. Ouais. On a du coup un Hollandais, un Américain et un Australien Incroyable. qui affrontent un Anglais et deux Mexicains pour le coup. Incroyable. Là, on représente vraiment beaucoup de culture, c'est assez cool. Ouais, t'as raison, il est californien, ce Brody Ouais, King. mais le combat est super bon, quoi. Les chorégraphies sont géniales. Il y a de la violence, le moment où Buddy Matthews, faut que je m'y fasse à son nom, je suis désolé. Je l'appelle toujours Buddy Murphy, mais le moment où Buddy Matthews jette, il me semble que c'est Rey Fenix sur Brody King qui porte un palo driver, mais d'une puissance atroce. Il se plante, hein, Rey Fenix, dans le ring, la tête la première. C'est une image qui est toujours incroyable. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir ce combat-là parce qu'il était vraiment incroyable. La fin était super cool. On fait gagner la House of Black un petit peu avec une triche, effectivement. Mais au moins, on avance dans cette histoire avec Julia Hart parce que ça fait quand même maintenant des mois que ça traîne cette histoire avec Julia Hart qui était touchée, qui avait son cache-œil. Et du coup, bah, on confirme que à cause du Black Mist de Malakai Black, il y a des mois et des mois de cela, elle commence à être corrompue de plus en plus et du coup jusqu'à maintenant les rejoindre et réussir à leur faire remporter la victoire. Donc c'était vraiment c'était un super booking pour de vrai. C'est euh, c'est dans ces moments-là moi où je surkiffe la WWE, où je dis aux gens vraiment aller regarder ce genre de confrontation parce que c'est pour moi là où ça fait super bonne vitrine quoi de la compagnie. Et bah voilà, le match est incroyable, vraiment le match est incroyable. Ouais, voilà, je crois que j'ai déjà tout dit dans la présentation de toute façon sur ce match. Je voulais aller voir les highlights. The House of Black, c'est énorme. Bon, Death Triangle, Pac est un catcheur certainement un peu underrated. Alors, in-ring, il est totalement fantastique. Au micro, c'est plus compliqué, mais je pense que ce gars-là, imagine Pac qui aurait fait 1m90, ça aurait été peut-être le catcheur européen du 21e C'est sûr, siècle. c'est sûr. Et puis Penta Oscuro Rey Fenix, Peuple de Catch-Up, je vous dis, allez voir les archives de la chaîne. J'en parle dans la Lucha Underground, j'en parle avec la Taloche, dans déjà d'autres reviews AEW. Voilà, je n'ai que des bons mots pour cette team de Mexicains totalement phénoménale, une des plus belles teams de cette génération également. Donc là, moi, j'ai baigné dans mon jus, Peuple de Catch-Up, rejoignez-moi dedans, on va mettre en mode jacuzzi et vous allez voir, on va s'ambiancer devant le six-man tag team match 2022. Et comme toi, je valide le principe que c'est pour moi certainement l'un des meilleurs matchs que j'ai vu cette année depuis le début de l'année 2022, en tout cas toute fédération confondue. Allez, on continue à dérouler cette carte Maus Costo puisqu'on est dans le Men's Owen Hart Foundation Tournament Final. Adam Cole va affronter Samoa Joe. Voilà, le tournoi s'est déroulé tout au long du mois d'avril et du mois de mai. Je vous referai pas le bracket, hein, mais voilà, les finales, c'est donc Adam Cole et Samoa Joe. On va avoir un match de 12 minutes 30. Sur la fin du match, c'est Adam Cole qui profitera d'une distraction de Bobby Fish, évidemment, qui va intervenir, l'Undisputed Elite, hein, c'est ça, hein, leur appellation. Hein. C'est ça. Qui va surprendre le challenger, pourtant annoncé comme très coriace malgré tout, et qui va coller une série de 3 super kicks ponctués avec son finisher, le boom. Bon, je vais en parler après. Pour le compte de 3, je vais être très très factuel. Victoire de Adam Cole dans ce tribute à Owen Hart. Donc ça, je ne peux être que totalement reconnaissant à la Out Wrestling. On parlait de old school tout à l'heure, mon Tao. Bah, tu vois, voilà, c'est le genre de truc pour un vieux fan comme moi qui fait plaisir. Moi, j'ai suivi Owen Hart de 1984 jusqu'à son décès en 1999. C'est voilà une des grandes tristesses dans ma carrière, j'ai envie de dire, de fan de catch américain, et donc que la All Elite Wrestling fasse ça, et avec une grosse implication auprès de la famille, auprès de la fondation, auprès de plein de choses. Moi, je n'ai que, encore une fois, que des bons mots là-dessus. Je vais te laisser parler maintenant, expertiser ce match, et je donnerai mon avis là-dessus après. Alors là, moi, on arrive au point où je vais être un petit peu plus dur sur ce pay-per-view. Parce que tout ce qui concerne du coup la finale masculine et la finale féminine qui aura lieu juste après. Spoiler, pas de spoiler sur les femmes. Excuse-moi, je spoil pas du tout le combat féminin, mais le match en tout cas a lieu juste après. Juste après, c'est vrai.
Mais moi, le problème que j'ai eu en fait sur ces confrontations, c'est que dans ce pay-per-view qui est déjà immensément dense, et je trouve que ça n'a pas forcément sa place. Alors, je m'explique, hein, le match est pas mauvais du tout, le match est même plutôt très bon, même si Samoa Joe, hein, il est sur plutôt une fin de carrière, donc on n'est pas non plus sur du Samoa Joe TNA d'il y a 15 ans maintenant. Mais voilà, et Adam Cole, c'est pas non plus la personne qui a le style le plus flamboyant du monde, que ce soit en termes de voltige ou en termes techniques. Je le trouve pas non plus très convaincant. Tout ce qui était à NXT, hein, c'était pour moi très bon parce que c'était sublimé par l'habillage, on va dire, WWE, NXT avec la production. Ça marche encore un petit peu à la All Elite, mais pour moi, ça reste faible. Hein, ça reste pas pour moi du champion du monde, mais c'est un avis personnel. Et en fait, ces matchs-là, même s'ils étaient bons, pour moi, ça aurait beaucoup plus eu sa place sur des main events que ce soit Rampage ou que ce soit Dynamite, plutôt que dans ce pay-per-view là que je trouvais vraiment très très long. Et du coup, on a des matchs qui sont somme toute assez classiques et qui en fait du coup sont un petit peu balayés par tout le reste. En fait, ils sont pas forcément sublimés par la carte, ils sont plutôt mis un petit peu dans le fond. Voilà, on se dit ce combat était cool, mais mais voilà. Et voilà, donc du coup, la victoire pour Adam Cole. Logique, au vu de sa tenue, hein, c'est le seul qui arrive en tenue rose, ça c'est un peu dommage. Mais j'ai envie de dire, ok, pourquoi pas. Le projet Adam Cole est toujours un projet à la All Elite, donc on va voir ce qui va arriver dans le futur. Mais voilà, le match m'a pas convaincu. Ok, alors là je vais freiner des cas de fer. Gros stop dans ce pay-per-view pour moi, quoi. Gros stop. Je dis pas que la finale en elle-même ne me hypait pas, pourquoi pas. Ça, c'était pas un problème en fait, le résultat. Enfin, cette finale en elle-même, Samoa Joe versus Adam Cole. Mais alors là, alerte, suspension consentie d'incrédulité. Jamais de la vie, Adam Cole doit battre Samoa Joe, quoi. C'est pour moi, ce n'est pas dans mon logiciel, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Je ne peux pas, je ne peux pas. Le match en lui-même a été de bonne qualité. Hein. Moi, j'ai trouvé que Hendrix était super propre et j'ai considéré que Samoa Joe était en train tout simplement de dévorer petit à petit Adam Cole et qu'il allait lui déboîter la gueule, quoi. Et que le mec allait finir plié en 12, qu'on allait le coller sous le ring et puis qu'on n'en parlait plus, quoi. Pour moi, jamais Samoa Joe ne doit perdre cette finale. C'est lui qui doit être honoré de cette ceinture. Alors évidemment, hein, tu l'as justement souligné, Adam Cole arrive en rose et tout ça, donc d'entrée, et Samoa Joe n'a strictement aucune allusion à Owen Hart. Il le fera dans le ring avec certains moves, etc. Parce que le Samoa Joe, ça reste le malin. Mais le finisher est rincé. Alors les super kicks encore, je dis rien, mais le boom est totalement pour moi botché. Ce qui pose quand même un énorme problème. Alors déjà que ma suspension d'incrédulité était mise à mal avec l'idée que Adam Cole allait gagner ce match, mais alors en plus en foirant son finisher, ah non. Si tu veux, le match a duré 12 minutes, je l'ai dit, je crois tout à l'heure, 12 minutes 30. Mais dans les deux dernières minutes 30, j'avais compris qu'Adam Cole allait gagner, quoi, tu vois. Ouais. Et alors là, vraiment, je me suis décomposé. Je me suis dit, non, c'est pas possible. On peut pas faire ça à Samoa Joe, quoi. C'est pas possible. Là, pour moi, c'est faute, quoi. Franchement, j'ai eu du mal à l'avaler, hein. Et je me suis dit, oh là là, mais non, ça c'est catastrophique, quoi. Vraiment, alors là, gros stop, quoi. Gros stop de ma part à ce moment du pay-per-view. Et comme tu l'as justement dit, je vais enchaîner avec la transition. Derrière, c'était le Owen Hart Foundation Women's Tournament Final Match qui voyait DMD, Madame Adam Cole, affronter Ruby Soho dans un match un petit peu plus long pour les hommes, puisque là, on a eu 13 minutes 20, où j'ai trouvé encore une fois que Ruby Soho faisait un match comme il fallait, mais bon, la tenue de DMD. Là, c'est sûr que bon, là, on était un petit peu dans la mouise, les amis, quoi. Hein. Et enfin, surtout Ruby Soho, en l'occurrence, quoi. Mais le public a joué le jeu. Le public a été plutôt bon, encore une fois, pendant ce match. Et sur la fin, Ruby Soho va tout simplement appliquer le sharpshooter, hein. Mais que DMD va annuler, va contrer en allant chercher les cordes. Et ensuite, ça va s'en suivre une suite de roll-up sur roll-up sur roll-up. DMD va retourner la tentative de son adversaire en ranapin, on va dire ça comme ça, pour le compte de 3. Victoire de Real Britt Baker, DMD, qui, par cet effet, va rejoindre tout simplement sous le titre en tronc son Mary René.
Et on va célébrer tout simplement Owen Hart d'abord. Heureusement, Martha Hart, la veuve d'Owen Hart, va être là. Elle va être accompagnée de Tony Khan jusqu'au micro. Elle va remercier la compagnie pour le tournoi. Voilà, le tribute à son défunt mari. Il va y avoir un peu séquence émotion. Il va y avoir beaucoup de chants de la part du public. Merci le public de la Hot Wrestling pour voilà, cet hommage à Owen Hart. Et derrière, cérémonie pour Adam Cole et Britt Baker, les deux vainqueurs. Alors, il y a une coupe, si je me souviens bien. Et il se voit attribuer une ceinture. À l'un et à l'autre. Alors, je sais pas, peut-être tu auras des infos là-dessus. Est-ce que ils vont la remettre en jeu? Est-ce qu'il y aura un tournoi annuel? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça se termine avec un peu le hit couple de la All Elite Wrestling qui est donc vainqueur du Owen Hart Foundation. Voilà, mon Tao. Et voilà comment ça se passe. Ouais. Bah écoute, j'ai déjà un petit peu dit, mais alors pour le coup, j'ai trouvé le match féminin beaucoup plus intéressant que le match masculin, et c'est quand même dur de me dire ça quand Moi on a aussi. Samoa Joe et Adam Cole. Déjà, l'entrée des deux catcheuses était super cool. Il y avait le groupe pour Britt Baker. Et il y avait aussi le guitariste de Fozzy qui était là pour l'entrée de Ruby Soho. Ou l'inverse, je sais plus. Non, c'est l'inverse. C'est le guitariste qui était là pour Britt Baker et le groupe qui était là pour Ruby Soho, qui chante du coup sa musique d'entrée qui était là. Ouais, c'était cool ça. Donc déjà, j'ai trouvé ça super cool. C'était vraiment super cool. Et le match en lui-même était plutôt sympathique, alors que du coup, elles ont déjà eu une confrontation qui était en septembre dernier, et qui était plutôt sympathique, mais pas non plus incroyable. Et là, j'ai trouvé le match encore meilleur. Et voilà, donc vraiment, le match, pour le coup, m'a vraiment beaucoup plus plu. Mais comme je l'ai dit, en fait, ces deux finales souffrent de leur place dans cet énorme pay-per-view, alors que les matchs en eux-mêmes sont pas mauvais, ils sont plutôt très corrects. Mais j'aurais préféré voir ça à la fin d'un Dynamite, voilà, avec tout ce qui est réunion après avec Martha Hart qui fait son discours, la coupe qui est présente aussi, et les deux ceintures qui, pour le coup, on n'a pas d'informations. Adam Cole et Britt Baker se promènent avec et s'en vantent un petit peu comme si c'était un vrai championnat, mais on n'a pas d'informations sur le fait que ça soit réellement défendu comme une vraie ceinture. Je pense pas, honnêtement, parce que c'est eux qui ont gagné le tournoi, donc ils ont le droit de garder cette ceinture pour eux, j'imagine. Mais voilà, je trouve ça un petit peu bizarre. Je suis pas trop fan des gens qui se travaillent avec des ceintures qui sont pas vraiment des vraies ceintures, ou qui sont pas du tout défendues. Comme le titre en Arabie Saoudite de la WWE, détenu par Braun Strowman, je le rappelle. Mais voilà, pour le coup, ce tournoi était pas incroyable, malheureusement. Je pense qu'il souffre du syndrome, ce que j'appelle syndrome All Elite, qui est en fait que tous les shows sont remplis, et donc du coup, on prend plus le temps de prendre le temps, en fait, tout simplement. Et je pense que ces deux combats auraient mérité d'être plus mis en avant en prenant leur temps, et surtout en étant placés autrement que dans ce pay-per-view. Mais sinon, tout à fait logique, comme tu l'as dit, le hit couple, qui d'ailleurs, étonnamment, n'est pas encore détesté de la part des fans. Je pense que ça va pas tarder. Mais c'était quand même un tournoi plutôt sympathique, et le fait également de voir Martha Hart et également un hommage à Owen Hart, enfin, après autant de temps, après 13 ans maintenant, après son décès, c'est quelque chose que je trouve important. Et surtout, c'était bien fait parce que c'était sincère, et ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ouais, écoute, alors je suis d'accord avec toi sur le principe que ces deux finales auraient pu avoir lieu en main event de Dynamite. Tout à fait, c'était totalement envisageable. Je suis moins d'accord avec toi sur le fait des matchs. Pour moi, j'ai pas trouvé le match féminin supérieur au match masculin. J'ai envie de les mettre dos à dos, tu vois, en termes de qualité. Même si par contre je mettrais une bonne note à Ruby Soho, j'ai trouvé valeureuse, et peut-être pour moi son meilleur match depuis qu'elle est à Elite Wrestling. C'est vrai, Et même si son sharpshooter est immonde. oui, alors par contre, ouais, les prises de soumission, ah ouais, non, ça va pas du tout. Ouais, Toute la ça, soirée, on a eu des sharpshooters et tout ça, mais il n'y en a aucun qui l'a bien porté. là, il y en a pas. Je Alors savais là, pas Adam faire une Cole, physique, non. mais c'est pas la prise. Ah ouais, je suis d'accord. Alors là, ça a été une catastrophe pendant les deux matchs. À chaque fois qu'ils ont collé un sharpshooter, on s'est dit non, mais c'est pas possible, quoi, les gars. Regardez Cesaro, lui, il sait le faire, le sharpshooter Cesaro. Ah, je te jure. Ah ouais, donc voilà. Et puis moi, si tu veux, voilà, donc j'en ai parlé, le fameux stop avec la défaite de Samoa Joe, là, pour moi, ça, c'est tout simplement rédhibitoire. Allez, on attaque avec encore un autre gros truc, un six-man tag team match entre les Men of the Year.
l'American Top Team avec Ethan Page, Scorpio Sky et Paige Van Zandt. C'est un match intergender hein, puisqu'ils affrontent Frankie Kazarian, Sammy Guevara et Tay Conti. Pareil, dans une rivalité, alors là, relativement longue quand même, quoi, un truc qui tient quand même sur la durée depuis un moment. Match plutôt... En fait, ça m'avait pensé un petit peu au match dans les gros matchs tag team, dans les openers de shows japonais, par exemple. Ouais. Ou de shows mexicains. Pareil, dans les shows mexicains, on aime bien mettre des 6-man tag team, des 8-man tag team, tu vois. Et là, tout d'un coup, on se trouve dans ce truc-là, dans la carte, après 2 finales du Owen Hart Foundation. Et un peu difficile à se mettre dedans quand même, parce que ça paraît bizarre. Hein, surtout qu'on sait qu'il y a encore 4, même j'ai presque envie de dire 4 énormes matchs à venir. Et donc, du coup, on va avoir un match de 12 minutes 30. On aura pas mal de spots entre tout, une grosse histoire racontée par rapport à ce qui se passe avec Sammy Guevara et Tay Conti là, qui est un espèce devenu aussi un couple un peu infernal en fait maintenant quoi. Et c'est surtout aussi l'occasion de voir un peu ce que vaut Paige Van Zandt dans les cordes. Finalement, l'intérêt était pas mal au niveau des femmes parce que les autres acteurs, on les connaît bien maintenant. Quoi. Et du coup, on aura un match de 12 minutes 30. Vers la fin du match, Kazarian va esquiver un super kick de Guevara qui va atterrir par mégarde sur la face de la femme de sa vie. Et Tay Conti en l'occurrence. Et Ethan Page va en profiter pour claquer un roundhouse kick sur Kazarian. Scorpio Sky va coller un TKO. 1, 2, 3. Victoire de l'American Top Team au bout de ces 12 minutes 30, Cataloche. Oui, alors pour le coup, moi je me rappelle pas du tout avoir vu ce match être annoncé avant le pay-per-view. Donc du coup, je suis arrivé et d'un seul coup, j'ai vu ok, le match trio, pourquoi pas. Et du coup, forcément, la grosse attente qu'on avait sur ce combat-là, qui est l'une des principales raisons d'ailleurs qu'il ait lieu, c'était le cas Paige Van Zandt. C'était son premier combat du coup officiel à la All Elite. Et du coup, on se demandait qu'est-ce que ça raconte Paige Van Zandt. Moi, ça m'a pas convaincu. Je sais pas pour toi, tonton, mais moi, en tout cas, ça m'a pas convaincu du tout. Ça se voit qu'elle a un passé, parce que c'est une grande combattante de MMA hein, qui est assez connue aux États-Unis. Le MMA est beaucoup plus connu aux États-Unis, en tout cas, les gens qui y participent sont beaucoup plus connus aux États-Unis que chez nous en France, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est une très très grosse star. Mais voilà, on voit qu'elle n'est pas forcément à l'aise avec le fait de faire du catch en lui-même. Le catch, c'est pas pareil que le MMA. Il faut bien se placer par rapport à la caméra. Il faut que ton adversaire soit bon en termes de timing pour se prendre la prise pour pas se faire mal. Et c'est compliqué, ça se voit qu'elle n'est pas encore tout à fait à l'aise. Donc j'étais un petit peu déçu sur ça parce que ça fait quand même un moment qu'on nous tease son arrivée sur le ring. Et voilà, j'ai pas été forcément convaincu. Mais par contre, le match en lui-même, intégralement, m'a vraiment beaucoup plu. Ethan Page et Scorpio Sky, c'est toujours une équipe qui fonctionne très très bien avec moi. J'adore les deux catcheurs. Ça a très bien fonctionné. Sammy Guevara et Tay Conti, je commence à apprécier les détester. Et ça fait plaisir parce que là-bas, c'était pas forcément, je pense, voulu de la part des deux. Et malheureusement, pour le beau Frankie Kazarian, il se retrouve à être le seul face dans toute cette histoire. Donc du coup, c'était assez étrange comme configuration de combat. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié la chose, le parallèle avec Frankie Kazarian et Scorpio Sky qui étaient précédemment en équipe. C'était les premiers champions par équipe, comme je rappelle, de la All Elite. Je trouvais la dynamique très très bonne entre les deux et la fin de match aussi était très très bonne entre les deux. Sammy Guevara qui porte un super kick du tonnerre sur sa pauvre fiancée. Et du coup, Frankie Kazarian qui derrière se prend la finisher de Scorpio Sky, de son ex-partenaire, pour finir ce combat-là. Et en plus, finir aussi la rivalité qu'il y a depuis un long moment entre tous ces protagonistes. J'ai trouvé ça très très cool et le match en lui-même était vraiment très sympathique. Mais voilà, je sais pas toi ce que tu en as pensé en tout cas de Paige Van Zandt, tonton, donc je te laisse la parole pour le coup. Pas énormément convaincu pour cette première. C'était un match compliqué peut-être aussi pour briller parce que c'était un match où t'es dilué quoi. Dans un intergender, c'est un peu le problème. Moi, je suis plutôt, je vois d'un œil amusé un petit peu ce qui se passe avec Sammy Guevara et Tay Conti et la réaction vis-à-vis du public. Du coup, moi j'ai trouvé que ça servait plutôt de Tay Conti cette affaire-là. Et même s'ils perdent hein, au final, même si les Men of the Earth gagnent le match, bon, voilà. Pour moi, si tu veux, pour moi c'était un match de weekly quoi. Et si tu le mettais à Double or Nothing, et ben tu le mettais en début de carte.
Comme ça, on n'en parlait plus. Ou tu le mettais limite dans le buy-in, quoi. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, tu le mets dans le buy-in avec le Dana Hook, le Danhausen Hook, et puis voilà, ça passait très bien. Ça aurait pas été un crime, quoi. Mais je pense qu'il se sert beaucoup de la hype justement de Sammy Guevara et Ty Conti en ce moment. Ils sont à mort sur les réseaux sociaux. C'est la jeune génération, quoi. Et ils mettent en merchandising leur mariage à Paris. Enfin bon, bref, c'est un peu la folie sur les réseaux sociaux avec Sammy Guevara et Ty Conti. Et ils jouent à mort de ça parce que le public réagit par rapport à ça. Il y a des chants qui sont liés à ça. Il y a des voilà, si tu tends l'oreille, tu te rends compte que le public qui est là, de toute façon, c'est des hardcore fans à la All Elite Wrestling. Ils étaient sold out encore, quoi. Je pense que, mais pour moi, voilà, là on a avec les entrées tout ça, là on a 20-25 minutes de trop là. On aurait pu s'en passer. Et le match qui va suivre derrière, Tao, c'est Kyle O'Reilly versus Darby Allin. Eh ben écoute, je vais avoir la même réflexion. C'est un match qui va être un petit peu plus court, qui va durer 9 minutes 45, qui règle une rivalité qui commence presque, qui naît presque, tu vois, j'ai envie de dire. C'était un match pour moi, encore une fois, de Weekly. C'était sympa, j'ai pas trouvé le match désagréable, mais bon, le prof de gym face au dingo en skate, ça nous a donné un match avec on aura eu droit à 3 penalty kicks sur Darby Allin réussi, quoi, et Kyle O'Reilly qui va exécuter son Bomberman knee drop là, qui là pour le coup est ça bien spectaculaire depuis la 3e corde, donc avait vraiment un gros finisher de la part de Kyle O'Reilly pour la victoire. Ça j'ai bien aimé, et voilà, victoire de Kyle O'Reilly dans ce match, Montao. Bah, j'ai la même réflexion que toi pour le coup. Ce match-là, c'est un match en fait de Weekly, quoi. Ça aurait été un très très bon main event de Rampage juste avant le show, par exemple. Mais là, pour le coup, je me suis pas du tout impliqué dans ce match-là, tout simplement, parce que déjà, la rivalité, il y en a pas vraiment. Ils ont essayé de nous faire croire que c'est suite à l'attaque qu'a eu l'Undisputed Elite sur Sting. Mais en fait, la vérité, si on sort un petit peu de l'histoire racontée, c'est Sting qui du coup est blessé, donc du coup doit s'écarter un petit moment de l'écran télé. Et du coup, ça a été justifié ça par l'attaque du coup de Undisputed Elite sur lui-même quelques jours précédents avant le show. Mais en fait, le fait c'est que c'est pas Kyle O'Reilly qui a blessé Sting dans leur histoire, c'est les Young Bucks. Donc je comprends pas pourquoi Darby Allin a un match avec Kyle O'Reilly, aussi bon que sur les deux catcheurs, attention, le match était très 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 bon, encore une fois, on l'a dit. Mais en fait, je veux pas voir ça en pay-per-view, parce que ça me raconte rien actuellement, il n'y a pas de rivalité entre les deux. Donc en dehors d'avoir un très bon match de catch, donc on va pas se plaindre non plus d'avoir un bon match de catch, mais quand je regarde un pay-per-view, c'est pour avoir des histoires précédemment racontées, ou en tout cas un enjeu, et là j'avais ni l'un ni l'autre, donc en fait forcément je peux pas m'impliquer dans ce combat-là, malgré le fait qu'il était déjà assez bourrin, le coup de genou de Kyle O'Reilly dans le visage de Darby Allin qui lui pète le nez. C'est assez classique avec du Darby Allin. Mais voilà, le match est sympathique, mais en fait, je peux pas m'impliquer parce qu'il n'y a pas d'histoire entre les deux. En fait, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'enjeu. Ouais, écoute, je suis d'accord, on va pas épiloguer. Donc là, voilà, c'est du 100% raccord avec toi. Il y avait vraiment, c'était étrange. Je sais pas quel est le besoin, la hype de Darby Allin. Je sais pas. Là, je me l'explique pas. Surtout que Kyle O'Reilly, non, c'est Bobby Fish qui est intervenu dans le match de Adam Cole. Bon, bref, allez, on évacue ce match, peuple de catch-up, parce qu'on passe. Il nous reste encore 4 matchs à débriefer, donc vous imaginez. Et en plus, on a quelques infos, restez jusqu'au bout. Allez, Thunder Rosa, Serena Deeb. Alors là, on va avoir un match de 17 minutes pour le AI Women's World Title. Et là, ça va pas rigoler puisque notre Thunder Rosa est quand même championne depuis un certain temps maintenant. Et alors là, on sent le public. Alors là, on sent pour le coup le public. C'est pour moi le moment de la soirée où là, c'est difficile dans le public. Il est avec ce qui s'est passé et tout ça, avec les 2 matchs précédents, ça a un peu endormi tout ça, quoi. Tout le monde, j'ai eu l'impression. Donc du coup, les entrées, j'avais un peu peur pour ce match-là, quoi. Voilà, comment ça va être accueilli. Et puis finalement, même si le public était quand même déjà bien rassasié, ils vont se retrouver face à un match où ça va pas rigoler du tout entre les 2 femmes. Je vous l'ai dit, 17 minutes de match. Ça va se rendre coup pour coup, et sachant qu'une Serena Deeb est quand même loin d'être maladroite dans le ring, et elle se surnomme pas le professeur pour rien à mon avis. Une Thunder Rosa qui est là en mode, je pense que là ça y est, elle a enclenché le mode je suis championne dans sa tête,
Et il faut que je sorte des gros matchs en pay-per-view. Et ça y est, elle l'a fait là. Pour moi, elle avait déjà délivré la marchandise à plusieurs occasions, hein, la mexicaine, hein. Mais là, pour moi, là, c'est son match le plus abouti. Vers la toute fin du match, hein, Thunder Rosa va enchaîner coup sur coup. Puis le superplex, le Fire Thunder Driver sur sa challengeuse. 1, 2, 3, victoire de Thunder Rosa. Thunder Rosa conserve. Si j'avais eu des promos à AEW, j'aurais voté Thunder Rosa. Mais respect à Serena Deeb pour moi qui a fait le match qu'il fallait, qui a vendu sa championne comme il le fallait. Et je trouve que c'est abouti et que ça commence à rentrer aussi dans la liste des matchs féminins réussis à la All Elite Wrestling en 2022. C'est ça, tout à fait. Ce match-là, c'est une très très bonne réussite de la division féminine. Et pour moi, ça représente bien l'évolution, en tout cas, de cette division féminine qui a beaucoup progressé ces derniers temps. Et je trouve que le match est vraiment très très bon. Serena Deeb, effectivement, elle a plus rien à prouver. C'est une vétérane du circuit. Elle est très 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 bonne. Techniquement, elle est impeccable. Il n'y a pas de souci sur elle. Thunder Rosa, effectivement, c'est une championne qui commence à de plus en plus grimper les échelons. Et pour moi, elle avait en même temps besoin de cette victoire. Et en même temps, étonnamment, j'étais pour Serena Deeb. Parce que je la trouve incroyable et que je trouve que la rivalité entre deux, Serena s'est révélée être une très très bonne catcheuse, que ce soit en promo aussi. Là où pour moi, j'avais un petit peu plus de mal. Quand voilà, elle tacle sa carrière, où elle dit qu'elle s'est un petit peu vendue pour plaire à des gens qui s'en foutent d'elle. J'ai trouvé que c'était vraiment une promo magistrale. Ils ont essayé effectivement de mettre Dustin Rhodes dans cette histoire pour un petit peu apporter, j'imagine, de la visibilité. Ça a bien marché en tout cas, je trouve. Mais voilà, Thunder Rosa, c'est une bonne victoire. J'étais pas forcément pour elle pour ce combat-là, mais en fait, elle m'a convaincu dans ce combat-là où je me suis dit, franchement, super bonne catcheuse. J'espère en tout cas que ça éliminera pas Serena Deeb du, du programme ou d'un programme important, parce qu'elle a prouvé avec ce programme-là justement que c'était une très très bonne performeuse et qu'elle pouvait être vraiment vendable. Donc voilà, vraiment un super bon match féminin. J'ai hâte de voir la suite de cette division parce que ça fonctionne de mieux en mieux et en fait ça m'accroche de mieux en mieux, je trouve. Donc franchement, très très bon match. Ouais, bah, écoute, je te rejoins. Je pense que j'ai pas dû souvent noter des matchs féminins 4 étoiles à la Elite Wrestling, mais pour moi, c'est le niveau de ces 17 minutes entre Serena Deeb et Thunder Rosa. Clairement, voilà, mon match féminin préféré de la soirée. Et pour le coup, les femmes étaient quand même pas mal à l'honneur dans le Double or Nothing, il faut Ouais, le c'est signaler. vrai. Hein, il y avait plusieurs matchs et des femmes qui catchaient même dans des matchs intergender, etc. Donc il y a eu quand même un vrai effort dans ce pay-per-view au niveau du catch féminin. Donc écoute, moi je me suis régalé. Voilà, chaque minute, je trouve que Serena Deeb, vraiment, je le répète, c'est la science. Moi, j'étais totalement pour Thunder Rosa, hein, j'étais à fond derrière la mexicaine, mais je trouve que Serena Deeb a totalement fait le job, quoi. Et alors là, peuple de catch-up, si vous avez encore tenu le choc jusque-là, on rentre dans un truc. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Comment je peux faire pour vous ambiancer, pour que vous restiez? Et oui, il reste encore 3 matchs et là, on va rentrer dans Anarchy in the Arena. 10-man tag team match. The Jericho Appreciation Society. Angelo Parker, Chris Jericho, Daniel Garza, Jack Hager, Matt Menard affrontent les Québécois, affrontent le Blackpool Combat Club avec Bryan Danielson, John Moxley, accompagné de Eddie Kingston, Ortiz et Santana, ancien de la faction de Chris Jericho. Et alors là, Anarchy in the Arena, écoutez, je pense que là, on est face à un match qui répondait totalement à sa stipulation. C'est parti en cacahuète d'entrée et ça n'a jamais cessé du début à la fin. Baston dans les tribunes, baston dans les backstage, baston ringside, baston sur le ring, baston n'importe où. On se pose, on se brôle comme des fous malades. Après, on se tente un peu des soumissions histoire d'abîmer. On s'assaigne dans tous les sens parce que bien sûr, il faut que ça aille jusqu'au bout du bout, quoi. Et on va toujours plus loin dans la violence avec un arbitre qui suit comme il peut la situation. Un match qui va durer quasiment 23 minutes. Je ne compte même pas les entrées parce que les entrées sont énormissimes, quoi. Là, l'ambiance, voilà, vous l'imaginez, hein, là, quand
des catcheurs professionnels sont au cœur du public et délivrent comme ça un spectacle complètement hallucinant qui pourra malaiser certaines personnes. Hein. Attention, ne faites pas ça chez vous, quoi. Mais vraiment, là, on est dans un autre level, quoi. Alors, Chris Jericho, dans ce match, évidemment, lui raconte l'histoire de... il a créé la Jericho Appreciation Society et il est le maître du sport entertainment, etc. Alors qu'en face, le Blackpool Combat Club, pas simple à dire, eux, on est dans les puristes du pro wrestling, quoi. Et les mecs, ils sont là pour la bagarre. Et du coup, ça s'envoie un truc de malade. Bon, je vais te passer la parole, mon Tao, parce qu'il s'en passe tellement. Encore une fois, je vous conseille d'aller regarder ce match en highlights et puis d'apprécier la folie, parce qu'il y a une haine en plus totale avec Ortiz et Santana face à Jericho et tout ça. Donc quand ils se retrouvent à certains moments, il va y avoir des spots avec des tables éclatées. Ça va être complètement fou, quoi. Il va se passer tellement de trucs, quoi. Le public a même pas le temps de demander, je sais pas, We Want Tables ou quoi que ce soit, qu'il y a déjà des trucs qui sont sortis et tout le monde s'en met mais plein la tête. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est la fin du match. Hein. Jack Hager, avec l'aide d'une batte, va se concentrer sur la jambe de Bryan Danielson. Hein. Ça va permettre à Chris Jericho d'appliquer le single leg box stone crab, bien appliqué, lui. Pas un sharpshooter tout pourri. Le coup de Bryan Danielson va se retrouver enroulé dans les cordes, littéralement, par Jack Hager. Et à la fin de ce match archi bloody, l'arbitre va être obligé de faire sonner la cloche pour mettre fin aux hostilités, parachevé par un Bryan Danielson mort, décédé de mort mortelle, gisant au sol sur le ring, laissé inconscient par l'attaque. Et c'est donc la victoire Bryan Danielson, il était enragé pendant ce match aussi, quoi. Il termine dans un état, mais c'est juste hallucinant, quoi. Alors, il reste encore 2 matchs. Les amis, écoutez, est-ce qu'on va survivre à ça et est-ce que la Taloche a survécu à ce Anarchy in the Arena? Regardez ce match. Honnêtement, regardez ce match. Si on peut appeler ça un match, en tout cas. Mais regardez ça parce que c'était incroyable. Je vais avoir peut-être des propos assez extrêmes. Mais c'est l'un de mes matchs préférés, j'ai envie de dire, depuis que je suis fan de catch. Donc ça fait beaucoup moins de temps que toi, tonton, mais ça fait un long moment où en fait j'ai pas vécu un show, enfin, je sais pas comment dire ça, même pas un combat, une bagarre, comme ça a été le cas sur ce Anarchy in the Arena match, parce que j'étais dans une bulle en fait, j'étais dans une bulle où on arrive avec le boys band de Jericho Appreciation Society, qui arrive avec des casquettes blanches, avec les pantalons blancs. Voilà, j'ai l'impression de regarder Tragédie, c'était vraiment incroyable. Et les mecs, du coup, l'autre équipe, le Blackpool Combat Club, Santana, Ortiz et Eddie Kingston qui arrivent par le public complètement énervés. La musique de Jon Moxley qui continue de tourner alors qu'ils sont en train de se battre de partout dans cette arène gigantesque. Le public à fond. Derrière, il y a encore la musique de Jon Moxley qui retentit. C'était incroyable. Matt Menard qui se fait ouvrir avec cette caméra grue directement en premier plan. C'était phénoménal. Eddie Kingston qui se fait traîner en se faisant étrangler par Daniel Garcia. C'était incroyable. Santana et Ortiz qui sautent depuis l'échelle sur des tables à travers le public. C'était phénoménal. J'ai trouvé le match incroyable. J'ai trouvé le match incroyable. Pour de vrai, c'est une expérience, je pense, à vivre quand on est fan de catch parce que c'est fou. Franchement, c'est fou. La fin du match, elle a été folle. Jack Hager qui brise les cordes du ring pour repartir sur un vrai combat. Moxley complètement en sang, j'ai envie de dire comme d'habitude Jon Moxley. Bryan Danielson qui se tape sur le ring avec Jericho. Et la fin du combat, elle était folle. Eddie Kingston qui arrive des vestiaires recouverts de sang, on a l'impression que c'est un zombie, ouais, avec son baril d'essence à la main, complètement détruit, qui monte sur le ring alors que Bryan Danielson est en train de porter un Lebel Lock sur Chris Jericho. Il verse l'essence sur les deux, alors que Bryan Danielson est censé être son coéquipier. Et Bryan Danielson il dit mais qu'est-ce que tu fous, et Eddie Kingston qui le calcule même pas. Il sort son briquet et là les deux commencent à se taper et le tournant du match il est là en fait. Le tournant du match il est là, et ce qui était incroyable aussi dans ce combat là, c'est aussi la construction de comment on en est arrivé là,
parce que dans la construction, Jericho, qui trash talk toute l'équipe adverse en disant, de toute façon, vous pouvez pas être potes, parce que vous n'êtes pas potes de base, vous êtes toujours en train de vous embrouiller. Santana, il a failli crever l'œil de Moxley il y a 1 an et demi. Eddie Kingston et Bryan Danielson, ils peuvent pas se voir, donc ils vont se taper dessus, et c'est exactement ce qu'on a eu dans ce combat-là. En fait, le tournant du match, il est que JAS, donc Jericho Appreciation Society, c'est une vraie équipe. Alors que les autres, c'est pas une vraie équipe, c'est une association d'individualités qui a fait qu'en fait, ils sont pas réussi à passer outre et qu'ils ont perdu en fait ce soir dans ce combat gigantesque. Et j'ai trouvé ça super intelligent de le faire comme ça a été fait. Bryan Danielson qui tombe dans les pommes après s'être fait étrangler avec les cordes. Le petit rappel de la Nexus, hein, quand ils ont commencé avec Bryan Danielson qui s'était fait virer en étranglant Justin Roberts d'ailleurs, qui est ici également présent, qui a fait d'ailleurs une super intro pour ce match-là où il dit ça va être un gros bordel. C'est super intelligent ce match-là et très bien construit. On a l'impression vraiment de voir une grosse bagarre de bourrins, le public à l'extérieur qui sont en train de regarder les gens se taper. Tout est incroyable. Franchement, tout est incroyable. Donc foncez, regardez ce match si vous ne l'avez pas encore vu. Parce que pour de vrai, c'est vraiment quelque chose à voir. En tout cas, en tant que fan de catch, je pense que c'est quelque chose à voir. Ouais, anarchie dans l'arène, voilà, ça explique bien la chose. Moi, écoute, comme tu l'as dit, c'est une expérience. Ça rappelle aussi pour nos auditeurs qui sont des auditeurs de WWE que là effectivement on est quand même dans le catch indie, c'est pas pareil, c'est pas même s'ils se veulent la fédé numéro 2 mondiale, etc. La All Elite Wrestling, on y voit des matchs qu'on ne pourrait jamais voir dans la Big League. Et donc pour le coup là, vraiment c'est assez extraordinaire. Enfin c'est un truc de fou. Enfin, c'est une expérience visuelle. Il y a tout un tas de choses, pareil encore, beaucoup de références, il y a beaucoup de références à Out Wrestling, au old school et ça, moi c'est un truc qui me plaît en permanence. Et d'ailleurs pas que à la WWE, ils font des références aussi au catch mexicain, aussi au catch japonais. Et vraiment, donc, et puis je voulais parler des 2 Québécois qui sont finalement un petit peu les comment dire, peut-être pas les underrated, mais les moins connus en tout cas de ces. Moi, je trouve qu'ils sont très underrated. Hein. Et du coup, écoute, moi j'ai trouvé qu'ils ont fait un match énorme pendant ce Anarchy in the Arena. Je voulais en profiter pour saluer Benny Ismonet de la révision des comptes de la lutte parce qu'il était présent à Las Vegas. J'espère qu'on l'aura à l'antenne. Oui. J'espère qu'on l'aura. Il avait sa pancarte, ouais, pendant le show. Effectivement, on le voit à quelques occasions hein, pendant le show. Et donc, je lui passe un pick-up. J'espère qu'il aura l'occasion de venir en parler avec nous à l'antenne, quoi. Et parce que vraiment, ça devait être une expérience assez incroyable. Donc voilà, les Québécois étaient dans la place Canada au Canada. Et donc, c'était cool. Donc voilà, encore une fois, je vous encourage à aller voir les highlights. C'est un truc de fou. Il nous reste encore 2 matchs, Tao. Va-t-on survivre jusqu'aux actualités? Et ça va être très très difficile parce que là, le AA World Tag Team Match, tout simplement, c'est un three-way match. C'est une triple menace. Je me permets de t'interrompre, tonton. On a eu la promo d'Andrade juste avant. Ah oui, j'ai oublié la promo d'Andrade. Oh là 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 là. Ouais, effectivement, t'as raison. Ouais, il y a eu Andrade qui fait une promo. Que toi comme moi, on l'attendait. Ouais. Et donc, il va nous expliquer que il veut pas signer pour finir comme un vulgaire loser. Hein, et du coup, il va introduire un nouveau mec parce qu'il est accompagné de son assistant. Et qui va nous proposer? Il va tout simplement nous proposer Rush, quoi. C'est Rush, le nouveau poteau de Andrade. Donc là, je pense que clairement, on part sur une tag team. Hein. Là, il n'y a plus de secret. Los Ingobernables. Nables en espagnol. J'adore le catch mexicain, mais je suis nul en espagnol. Vraiment, là... là, j'avoue que c'est la première fois qu'ils me font plaisir avec Andrade depuis qu'il est arrivé à Out Wrestling et le temps de commencer à devenir long. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, tout à fait. La promo était très cool. Où du coup, il parle du fait d'avoir récupéré la Hardy Family Office qui s'est transformé en Andrade Family Office du coup. Où il dit j'en ai marre de ces losers, ils servent à rien. Maintenant, je vais m'accompagner de vrais mecs. Et du coup, il récupère son meilleur ami, qui est réellement son meilleur ami dans la vraie vie, Rouge. Ancien champion de la Ring of Honor, notamment. Oui. Grosse présence aussi au Mexique. Hein. Et voilà, on se demandait où est-ce qu'il était passé Rouge depuis la fin de la Ring of Honor.
Et ben enfin, il est All Elite. Apparemment, il vient tout seul, en tout cas pour l'instant. Donc on va voir ce qui arrive sur le futur avec Andrade et Rush, mais en tout cas sur le tableau, c'est une équipe incroyable. Et pourquoi pas d'ailleurs faire un petit coucou à un moment donné à un ancien Ingobernables du version mexicaine, Naito, qui maintenant est le leader de Ingobernables des Rapon. Et ouais, oh, toi tu as un bel accent espagnol, ça fait plaisir. Merci. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Hein. Alors là, pour le coup, on parle d'un catcheur confirmé, il n'y a pas de problème, quoi. Hein. Il a 33 Ouais, ans. ouais. C'est un beau bébé, 1m83, 95 kilos, ça devrait le faire. Hein. Il est de Jalisco, Mexico. Alors lui, il a bossé essentiellement à la CMLL et à la NJPW. Et c'est un catcheur après qui a voyagé sur pas mal de toutes petites fédés indie, etc. Bref, c'est un baroudeur, quoi. C'est un mec qu'on a vu des vertes et des pas mûres. Et alors là, moi, je suis totalement satisfait. J'espère effectivement que cette association va nous amener du bon avec Andrade, qui pour moi est l'une des arrivées qui aura été les plus poussives. Depuis qu'il est à Elite Wrestling, il n'aura pas amené grand chose, il aura fait quelques bons matchs, mais c'est pas la folie avec Andrade, quoi. Donc Ouais. j'espère que ça va le faire step up dans cette histoire et qu'on va avoir droit à des beaux matchs tag team. Je m'inquiète pas avec la tag team division de la All Elite Wrestling, et ça vous le savez déjà, parce que là voilà, on est donc dans ce fameux triple menace, on est dans la tag team division, on est dans la speciality de la All Elite Wrestling, et là on a nos champions, les Jurassic Express, Jungle Boy, le Chazorus avec Christian Cage, qui vont affronter les Swerve in Our Glory, Keith Lee et Swerve Strickland, qui vont affronter également la troisième équipe, la Team Taz, avec Powerhouse Hobbs, qui a été à la salle comme un fou furieux depuis 3 mois, et Ricky Starks. Et là, on va avoir un match 17 minutes 15. Moi, j'aurais bien pris 3-4 minutes supplémentaires. J'aurais même bien supprimé de toute façon 1 ou 2 matchs pour rajouter 10 minutes à ce match-là. Voilà, mais alors là, votre tonton, il était debout. Bien sûr, j'étais à fond derrière les Jurassic Express parce que moi, pour l'instant, je veux qu'ils continuent ce règne. Et j'étais très inquiet. Hein. Les deux équipes qu'ils affrontaient, voilà, les deux autres protagonistes là, ils me faisaient flipper, quoi, clairement, quoi. L'association Swerve et Kiss, aïe aïe aïe, et la Team Taz, aïe aïe aïe, quoi. Même si je suis pas un aficionado particulier de Ricky Starks, je lui trouve une gueule et un certain charisme quand même à ce jeune homme. Mais comme Powerhouse Hobbs, là, oh là là là, il dégage une impression de puissance. Pour moi, c'est un peu le Biggie de la Elite Wrestling en plus grand en plus, quoi. Et vraiment, on va avoir un match de fou, quoi. Un match de fou, un spot FaceTime, mais un spot FaceTime avec des histoires, etc. Avec le Christian Cage qui est là et qui joue un jeu des fois un peu étrange, quoi. Mais qui pourtant revient toujours à la source et revient toujours aider quand même les copains du Jurassic Express. Et ça va s'envoyer. Le Keith Lee va nous faire de la démonstration. Et là, on va avoir du bang bang entre Powerhouse Hobbs, Luchasaurus et Keith Lee. Alors là, les passages, le Luchasaurus, les amis, mais MVP, le Luchasaurus. Je refuse d'entendre autre chose. Ah non, mais 65 millions d'années il a mis pour arriver là. Mais maintenant qu'il est là, il va pas lâcher la ceinture comme ça, quoi. Et du coup, on a un match. J'aurais aimé pouvoir commenter ça en direct, tellement c'était phénoménal. Et victoire des Jurassic Express and still champion. Voilà. Suite à un sauvetage du Luchasaurus sur Jungle Boy qui va être jonché sur les épaules de Swerve Strickland, et ben les deux compères vont claquer 2 concerts, le Thoracic Express. J'adore ce finisher, magnifiquement exécuté. 1, 2, 3, victoire des Luchasaurus et Jungle Boy, Mataloche. C'était un match incroyable. All Elite confirme encore une fois qu'ils ont la meilleure division par équipe, toute promotion confondue. Et pourtant, on n'a pas les Young Bucks dans ce match-là. En plus. Comme quoi, ça fonctionne avec tout. Keith Lee et Swerve Strickland, depuis qu'ils sont arrivés, ils sont associés assez rapidement. Et je trouve que l'équipe a une très très bonne alchimie, ça fonctionne super bien. La Team Tabs aussi fonctionne très bien parce qu'ils sont sur des bases solides.
Ricky Stark, je le connais depuis NWA où j'étais tombé un petit peu pas en admiration, mais j'étais vraiment très intrigué par ce mec-là. Et en fait, maintenant qu'il a le lead, en fait, il se transcende, il est incroyable, il est charismatique, il fait lever la foule quand il prend ses pauses, c'est génial. Et les Jurassic Express, pardon, sont toujours aussi bons qu'ils le sont depuis le début en fait de la All Elite, hein. C'est vraiment l'une des meilleures équipes actuellement du côté de l'AEW. Et ils méritent leur ceinture. Et pour le coup, j'avais très très peur dans ce combat-là parce que pour moi, il pouvait y avoir un changement de ceinture, hein. Vraiment, à tout moment, ça pouvait arriver. Et même le combat nous laisse suggérer vraiment régulièrement, ou plusieurs fois, je me suis dit, bon, ouais, ça y est, ils perdent des ceintures, c'est sûr. Et c'est bien joué. Parce que du coup, en fait, ils n'ont pas perdu leur ceinture et ils ont réussi à conserver, malgré le fait qu'ils se sont pris vraiment, vraiment plein la gueule pendant tout le combat. C'était vraiment super cool. Il y a un petit passage où j'ai eu très très peur, c'est la chute justement de Ricky Stark à l'extérieur qui tombe sur la nuque, où ça a posé un froid, hein, parce que même le public se lève et tout le monde regarde la situation. Et derrière, on a, on a Keith Lee qui enchaîne en chantant le Oh my God! Et après, il continue le combat et du coup, on comprend qu'il n'est pas blessé, mais c'était quand même assez surprenant de voir cette chute-là, hein, qui était assez folle. Mais voilà, le combat est très très bon, encore une fois. Franchement, pour moi, c'est un 4 étoiles, 4 étoiles et demie, hein, facile. Et franchement, félicitations à tous les participants de ce combat-là, parce que c'était vraiment un combat vraiment joué, quoi. C'était vraiment difficile de savoir qui allait sortir vainqueur de ce combat-là. Ouais, bah écoute, comme je l'ai dit hein, dans la présentation, moi je flippais. Je flippais pour mes petits Jurassic Express là, tu vois, parce que vraiment les deux équipes en face m'inquiétaient fortement. Le build a pas été super génial, mais dans la Tag Team Division de la Out Wrestling, ce qui est bien, c'est que c'est pas obligatoire. Il y a tellement de niveaux dans à peu près une quinzaine d'équipes qu'on se dit que quand ça vient chercher, bah ça vient chercher, ça rigole pas quoi. Et donc là, bah, les deux équipes qui ont les Jurassic Express en face, ça rigole pas quoi. Et j'ai retrouvé un Swerve Strickland presque en qualité de kill shot à la Lucha Underground. Il y a eu, Ouais, c'est vrai. alors, il rajoute évidemment un personnage de hip-hop, tout ça, tu vois, derrière maintenant, complètement différent. Mais au niveau du moveset et tout ça, j'ai retrouvé un peu ce que j'aimais chez lui à la Lucha Underground et que j'ai jamais trouvé à la WWE. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose, et puis je sens qu'il s'entend bien avec Keith Lee. Que Keith Lee se la joue à la cool, on le laisse peinard avec son poids, Keith Lee, à la All Elite Wrestling, donc du coup, il est en mode un peu libéré, je trouve. Et du coup, il m'a fait très très peur, Keith Lee. C'est très très peur. Moi, en fait, j'ai vraiment cru que c'était eux qui allaient gagner, quoi. Tu vois, le match dure 17 minutes 15. On va dire à partir de la 15e, alors là, je suis en train de dégrafer mon slip, quoi, parce que je me dis, aïe aïe aïe, ça colle. C'est pas possible, c'est les Swerve in Our Glory qui vont gagner quoi. Et vraiment j'y crois à mort quoi, mais j'y crois dans le bat quoi. Je suis là, oh non, oh non, oh non. Et puis là il y a cette explosion, ce Thoracic Express là de folie pour finir le match quoi. Mais comment le match se finit en plus dans une explosion de la foule à ce moment-là quoi, ce que j'adore quoi. Voilà, là on est ambiancé peuple de catch-up quoi. La All Elite Wrestling on est ambiancé quoi. Quand on aime le catch, moi je peux pas, voilà, c'est à fond quoi. En tout cas pour moi c'est de l'indie dans sa splendeur, ça est de la Tag Team Division, vraiment que du plaisir ce match, que du plaisir. Allez. Là, on passe au main event, ça y est, on y est, il faut qu'on y arrive. On y est, AEW World Title Match. Vous connaissez tous l'affaire. CM Punk versus Adam Page. Vous avez déjà écouté, ça se trouve, 1000 reviews consacrées à ce main event. Eh ben écoutez, on sera la 1001ème, mais nous, on va vous envoyer du pâté aussi, quoi, parce que le champion Adam Page affronte CM Punk, donc dans un match qui va durer 25 minutes 40, 2 entrées. Voilà, les deux mecs repartent dos à dos, j'ai envie de dire, sur les entrées, parce que c'est la folie pour les deux, quoi. Le public. Alors, Adam Page va jouer à fond la carte du babyface, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pourtant, ça va pas vraiment jouer en sa faveur pendant ce match-là, quoi. Et parce que le public est lui aussi dos à dos. Le public, il y a quand même une part du public, c'est CM Punk au taquet. Alors, on va en parler, hein, Montao, mais c'est compliqué parce que moi, j'attaque ce match avec l'envie totale de voir Adam Page gagner.
et je sais que après quelques sondages réalisés, que malgré tout, le peuple était plutôt avait le cœur vers CM Punk à bien 60-65%, quoi. Tu vois, sur la cote, j'aurais perdu de toute façon, j'aurais perdu sur des pronostics, quoi. Parce que moi, j'aurais donné la victoire à Adam Page, mais on va en reparler. Gros match. Malgré tout entre les deux, voilà, je vais aller au bout. Vous connaissez tous, voilà, comme je l'ai dit, le résultat. L'arbitre va terminer au sol. On va avoir quand même un peu de rêve bump. Adam Page va avoir le loisir d'utiliser sa ceinture contre CM Punk, peut-être pour l'assommer définitivement. Il va pas le faire après une longue hésitation. Il reste fidèle à ses principes. Finalement, j'ai envie de dire, Adam Page reste droit dans ses bottes, quoi. Et il décide en bon cowboy. Et au bout du compte, CM Punk, lui, il va avoir le temps de récupérer pendant tout cette espèce de drama, de climax, alors qui peut ne pas plaire. Hein. Je pense que, enfin, j'ai déjà lu des avis de gens pour qui c'est pas passé ce passage-là, mais il va contrer de justesse du coup CM Punk la tentative de Buckshot Lariat et il va placer son JTS pour la victoire. Je n'en dis pas plus sur ce que j'ai pensé de tout ça. Je vais te laisser la parole, ma Taloche, et je reviendrai après. Le main event, le gros main event de cette énorme pay-per-view. À ce moment-là, on est à plus de 4 heures de show quand même. Faut le noter. Ouais, oui. Mais voilà, on a la ceinture de champion du monde, la ceinture la plus prestigieuse de cette compagnie, qui est défendue par Eggman Adam Page contre le vétéran CM Punk. Moi, c'est la promo, surtout la dernière promo qui a eu, la dernière confrontation entre les deux, qui m'a convaincu que ce match-là sera un très très gros match. Cette fameuse promo où Eggman Adam Page parle de CM Punk en lisant je pourrais te casser la gueule tout de suite, mais je le ferai pas. Pour une raison, c'est parce que je vais défendre, je vais pas que défendre ma ceinture, je vais aussi défendre la All Elite Wrestling de toi, parce que t'es quelqu'un de toxique, et j'ai trouvé cette promo phénoménale, parce que en fait, jusque-là, pour moi en tout cas, on était vraiment dans un babyface contre babyface, et après cette promo-là, on était pour moi avec un babyface Eggman Page contre un faux babyface CM Punk. Du coup, ça m'a convaincu de me dire que ce match-là serait un très très gros match. Serait sans doute le match le plus important de la carrière de Eggman Page. Et peut-être ce match-là qui sera peut-être un tournant dans celle de CM Punk. Ça n'a pas raté parce que pour moi, c'était un énorme combat. C'est le genre de main event que j'adore, moi, où il y a vraiment de la compétition. Il y a aussi beaucoup de psychologie. Là-dedans, on prend le temps. On a une ceinture en jeu qui est pour eux, en tout cas, et pour nous aussi, nous est représentée comme la ceinture la plus importante. Et ça fait du bien, en fait, de voir des gens qui veulent vraiment être champions à la fin de ce combat-là et qui ont vraiment envie de se donner à 100%. Et c'était vraiment très, très cool. Ça fonctionne assez bien. C'est très, très classique dans le combat. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est peut-être le meilleur hommage qu'on a pu avoir d'Owen Hart durant cette soirée. C'est un combat super psychologique. Et j'ai vraiment adoré ce combat-là, tout le travail de CM Punk sur la jambe de Eggman Page qui va être le tournant du match à la fin. J'ai vraiment adoré ça. C'est ce que j'adore dans le catch, en fait, justement. C'est les éléments comme ça, un petit peu subtilisés durant toute la confrontation qui sont importants pour la fin. Effectivement, Eggman Page aurait pu utiliser cette ceinture pour achever CM Punk et remporter la victoire un petit peu en fourbe. Mais c'est justement avec cette promo qu'il a fait juste avant où en fait il se refuse de faire ça parce que sinon c'est pas du tout dans ses principes, quoi. Et c'est super bien joué, c'est ce qui lui vaut cette défaite, justement. C'est ses principes qui le font perdre la ceinture de champion du monde qu'il voulait tant. Et justement, c'est après ça, il pose la ceinture et il part pour son Buckshot Lariat, d'ailleurs, qui a été porté 2 fois par CM Punk en botchant, où il s'est totalement foiré, mais c'était très bien, je trouve, représenté dans le match, où on nous a fait comprendre qu'effectivement, c'est pas sa prise. Ça a été déjà très bien représenté par Jim Ross aux commentaires, qui disait justement que c'était pas sa prise, et que c'est pour ça aussi qu'il la portait très très mal. Et ça a été fait d'ailleurs au CM Punk, il regarde la caméra à ce moment-là en disant « Putain, merde, je suis peut-être pas au niveau ». Mais ça m'a fait vraiment rire. Et Eggman Page, du coup, qui à la fin veut porter son Buckshot Lariat. Malheureusement, son genou qui a été blessé durant toute la confrontation lui fait un petit peu mal à la réception. Et c'est la microseconde qui suffit à CM Punk pour le mettre sur ses épaules et porter son GTS qui lui laisse la victoire, en fait, tout simplement. Bon, du coup, on se retrouve avec un nouveau champion du monde en la personne de CM Punk. Comme toi, j'étais vraiment pour Eggman Adam Page qui est
qui est un super catcheur, hein. Je le suis depuis très très longtemps, depuis la Ring of Honor, avant même qu'il ait rejoint le Bullet Club. Et j'étais persuadé avant ce combat-là que s'il devait y avoir quelqu'un qui devait sortir de ce combat, ça devait être lui en tant que champion. Et malgré le fait qu'il perd cette ceinture, je trouve qu'en fait il a été sublimé. Pour moi, c'est pas un aveu d'échec de la part de la All Elite que de faire perdre la ceinture de Eggman Page ce soir-là contre un CM Punk qui a fait parler l'expérience en fait, tout simplement, qui a été beaucoup plus intelligent qu'Eggman Page. Ok, eh ben écoute, alors, moi je suis très 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 partagé. Déjà, je considère qu'il y a quand même eu 2-3 botches assez flagrants pendant le match, qui quand même, bon, a un petit peu gâché l'impression visuelle par certains moments. Comme d'habitude, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette antenne, je n'aime pas le finisher de CM Punk, que je trouve encore une fois raté. Voilà, j'ai une pensée pour Kenta. Kenta, si tu m'écoutes. Voilà, ce finisher de CM Punk, je m'en plains depuis des années et des années en fait. Donc ça sera finalement pas tellement une découverte pour le peuple de catch-up s'il m'écoute régulièrement. Et voilà, dans un match pour le titre de la All Elite Wrestling, et pour moi, il foire son finisher. Il fait plusieurs botches. Il y a plusieurs moments où j'ai trouvé que l'alchimie entre les deux, elle est quand même moyenne, je le dis. Franchement, enfin, en tout cas, moi, ça a été ma sensation. Adam Page, par contre, il reste droit dans ses bottes. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ce truc que psychologiquement. Je suis d'accord avec toi sur le côté psychologique du match. Effectivement. Et je suis d'accord avec toi sur encore une fois les références old school. Et que c'est peut-être le match avec ce qu'a fait Jericho aussi. Les moments où on a eu les plus beaux hommages à Owen Hart pendant la soirée. Encore une fois, je rejoins cet avis-là. C'est pour ça que pour moi, alors, tout n'est pas à jeter dans ce match-là. Loin de là, attention. Hein, c'est un match où je vais mettre 3,5, quoi. C'est un main event. Effectivement, on s'est déjà tapé 4h15 de pay-per-view au moment où il arrive. Et en plus, c'est mon favori qui perd, quoi. Donc, tous ces paramètres mis bout à bout font que si, en toute objectivité, et c'est très dur dans le catch d'être objectif, je note ce match, je vais pas pouvoir lui donner un 4 ou un 5 étoiles, ça c'est certain, mais je vais le noter dans une moyenne haute et je vais le mettre dans un 3,25, 3,5, parce que voilà, il y a quand même du climax, il y a la victoire de CM Punk qui va évidemment rendre le public complètement psychopathe à la fin, quoi, et je sais qu'il va parler après un peu en dark mic derrière, il parlera au public et tout ça, et c'est un truc de fou, quoi. Le mec monte au firmament, le mec a pas catché depuis 7 ans, il revient dans la fédé numéro 2 mondiale, il remporte le titre mondial face à un top babyface qui méritait largement son run et son règne. Moi, je suis un défenseur de Adam Page, et clairement, il termine en apothéose avec ce truc final avec CM Punk, donc je comprends. Mais tu comprendras, mon Tao, que j'ai quand même je freine un peu des cas de fer par moment avec CM Punk, parce que moi, je trouve que c'est just. Il a aussi 42 ans maintenant, ce monsieur. Il a la carrière qu'il a derrière lui. Et on va en parler très très bientôt, là. Mais en fait, justement, elle est pas rattrapée par l'âge. On va en parler très bientôt. Allez, mon Tao, avant qu'on rentre dans les actus, un full aux as par les rois pour faire un petit peu d'actu AEW pour suivre ce qui s'est passé après ce Double or Nothing. C'est de notre faute, on est en retard, donc du coup on se remet à jour. C'est la mise à jour 3.0 catch-up. Tu vas donner ton top, ton flop et ta note, Mataloche. Alors moi, mon top, évidemment, hein, je l'ai encensé durant cette review, j'en ai fait une grosse partie, c'est le Anarchy in the Arena, qui est pour moi le top, mais peut-être le top de l'année, hein. Ça sortira, je pense, si à la fin de l'année on fait un top de ce qu'on a aimé dans toute l'année, ça sort surtout dans le top 3, c'est sûr et certain. Donc pour moi, le top de la soirée. Ce sera pour le comptoir du catch, ça sera pour le comptoir du catch All Elite Wrestling de 2023, de début d'année 2023. C'est ça sortira, c'est sûr. Moi, mon flop, malheureusement, c'est pas forcément que j'ai détesté, mais je trouve que c'était très mal placé, c'est les deux finales du tournoi Owen Hart, que ce soit le féminin ou le masculin. J'ai aimé les matchs, mais j'ai trouvé vraiment que c'était pas du tout leur place dans ce pay-per-view, en fait, tout simplement. J'aurais pu le mettre pour le Kyle O'Reilly et Darby Allin, mais pour moi, le Kyle O'Reilly et Darby Allin aurait plus eu sa place dans un buy-in, par exemple. Dans le buy-in, ça m'aurait pas dérangé. Dans le show principal, un peu plus. Mais par contre, pour moi, les deux finales ont été vraiment... auraient pas du tout dû être dans ce show-là, que ce soit en buy-in ou pas.
ils auraient vraiment dû être dans un show à part entière où on prend le temps de rendre hommage avec cette finale de tournoi, ces deux finales de tournoi. Et pour la note du pay-per-view en général, si on nous avait enlevé quelques matchs, j'aurais pu mettre facile un 4,5. Mais là, malheureusement, il y a des matchs qui, pour moi, m'ont pas du tout été utiles, que ce soit pour les catcheurs ou pour les histoires. Après, je sais que pour la petite histoire, le show est très long, parce qu'en face, il y avait la finale NBA Oui. qui durait un petit moment. C'est pour ça que le show a été rallongé, pour justement que le Eggman Page contre CM Punk soit après la fin du match en fait, de NBA. C'est pour ça qu'on nous a rajouté des matchs au fur et à mesure des derniers jours et des dernières semaines avant le pay-per-view. Mais pour moi, ça justifie pas le fait que le pay-per-view soit aussi gros et surtout qu'il y ait des matchs qui soient un petit peu des matchs bouche-trou pour mettre des catcheurs. Donc, du coup, ça fait descendre ma note forcément assez haut. Donc, du coup, je vais mettre un 3,75 sur 5. Je pense qu'à 3,75, je peux pas monter jusqu'à 4. Ok, 3,75 pour le Tao. Eh ben écoute, moi, mon top, ça va être... j'hésitais largement, quoi. J'hésitais largement. Avec les festivals de match tag team et tout ça. Si tu veux... moi, je le donnerais pas au main event de toute façon. Et en plus, j'ai trouvé que c'était peut-être le meilleur pay-per-view en termes de catch féminin. Donc, tu vois, il y avait quand même de belles qualités à ça, et ça, moi, ça m'a plu. Et j'ai aimé comment ils ont booké l'opener. J'ai aimé, pour moi, Wardlow MJF, c'était parfait. Voilà, c'était quasiment un 5 étoiles. Ça pourra rendre fou ça, mais je trouve que c'est exactement ce qu'il fallait faire dans ce match. Mais mon top, quand même. Oh là là. C'est un déchirement, quoi. Je vais le donner au Jurassic Express et puis c'est tout. Je vais le donner au Tag Team Championship. Encore une fois, c'est la Tag Team Division qui va être à l'honneur. Hein. Voilà, c'est comme ça. Franchement, c'est presque du dos à dos avec le House of Black versus Death Triangle, quoi. J'aurais pu mettre ces deux matchs-là. Et j'aurais mis des très bonnes notes au Thunder Rosa Serena Deeb. Des très bonnes notes. Et mon flop, c'est simple de toute façon. Je m'en suis largement exprimé à cette antenne pendant 1h30. Il ira à la défaite de Samoa Joe. Voilà, pour moi, voilà, période. On ne fait pas perdre Samoa Joe face à Adam Cole. C'est tout. Et ma note, et comme toi, écoute, ça aurait été une note très haute s'il n'y avait pas eu au moins 3 matchs de trop. Et la perspective que tu as dit, à laquelle je n'avais pas pensé, tu vois, donc à la perspective de mettre les finales du Owen Hart Foundation dans des main events de Dynamite, c'est vrai que ça aurait été totalement pertinent. Et c'est pour ça que tu es là, Mataloche, parce que tu es pertinent. Et donc vraiment non, cette défaite de Samoa Joe, c'est non, la All Elite Wrestling, je vous le dis, en tant que tonton catch-up, je vous le dis, c'est non, voilà. Et ma note, donc du coup, ça va être moi, quand même, il y a quand même au moins 3 matchs de trop. Il y a la déception de cette défaite de Samoa Joe. Et bizarrement, ça a duré 4h40, mais j'ai quand même... Moi, je suis un être étrange, je regarde du catch et si ça se passe bien, ça peut durer 8 heures, c'est pas grave, quoi. Finalement, le temps ne m'a pas tellement dérangé. Je m'attendais à ce que ça dure au moins 4 heures, 3h30, 4 heures. Déjà, j'étais lancé là-dessus. Mais j'avoue, avec ces 3 matchs en trop, avec peut-être un peu un ou deux trucs expédiés, avec ces longues promos avec Martha Hart, mais c'était normal qu'elle parle relativement longtemps et tout ça. Donc bon, ça a été quand même difficile par moment. Et pour moi, ça sera un 3,5 ce All Elite Wrestling. Alors attention, hein, pour moi, 3,5, c'est une très belle note, quoi. C'est un très beau pay-per-view. Pour moi, on voulait encourager. Hein. Il y a des highlights à aller voir. Et donc, pour moi, ça reste un très bon pay-per-view. Mais je pense que j'ai été plus hypé, hein, si tu te souviens, mon Tao, par Revolution, en fait. Ouais. Et mais certainement, effectivement, ces matchs un peu de weekly ont un peu pesé sur la note. Et c'est pour ça, je pense que tous les deux, on est plus bas quand même que ce qu'on aurait mis en réel, quoi. En réel, franchement, on enlève Kyle O'Reilly, Darby Allin, le Six Tag Team Match Intergender. On enlève les 2 finales. Ah bon, on est sur du 4,5. Hein. Là, on est sur du 4,5, ouais. Clairement, ouais. Ah bah on est sur du largement. 4,5, ouais. Ouais. Et j'aurais été pas loin du 4,75, moi, je crois, hein, tu vois. Donc, voilà. Allez, mon Mataloche, là.
Ça y est, on bascule dans le fil de l'actu. On va terminer là-dessus, peuple de catch-up. Si vous êtes encore avec nous, c'est super cool. Dites marmite dans les commentaires. Marmite. Et franchement, c'est génial. Alors, Tao, j'ai envie de te laisser la parole, toi, la jeune génération, là. Comment t'as pris? Explique ce qui s'est passé au Dynamite qui a suivi. Voilà, le Dynamite post Double or Nothing à nos abonnés. Alors, le Dynamite qui a suivi ce gros pay-per-view, on était plutôt sur un show de début de saison, comme j'aime bien les appeler, comme WWE aime aussi bien les appeler. On était du coup à Los Angeles, il me semble, en tout cas on était en Californie, ça c'est sûr, avec une arène plutôt très très jolie, une entrée aussi un petit peu modifiée que j'ai beaucoup appréciée, malheureusement on l'a pas retrouvé cette semaine à Dynamite. Mais c'était très très bien. On a eu un opener avec CM Punk et les FTR, parce qu'on l'a pas dit, mais les FTR sont venus célébrer après le show Double or Nothing avec CM Punk pour sa prise de titre. Et du coup, ils affrontaient le nouveau clan, ou en tout cas association, de Max Caster et Claimed et les Gun Club, les Ass Boys. Victoire hein, forcément de CM Punk et de FTR. Suite à ça, CM Punk qui prend le micro pour dire qu'il est très content d'être ici, qu'il a beaucoup d'adrénaline en lui, qu'il est accompagné de deux des meilleurs lutteurs de la planète en la personne de FTR. Mais il veut pas s'arrêter là, il veut passer à la suite. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est Forbidden Door qui arrive à la fin de ce mois de juin, qui arrive très très rapidement. Le 26 juin. Le 26 juin. Et du coup, il veut connaître son adversaire de Forbidden Door. Et qui Latipa, le ace de la New Japan, Hiroshi Tanahashi, qui fait son entrée. Il prend la pause et CM Punk, du coup, comprend que c'est son adversaire désigné pour Forbidden Door. Et du coup, il lève sa ceinture. Et là, on se retrouve du coup avec l'une des premières affiches officielles de Forbidden Door, en la personne de Hiroshi Tanahashi, contre le champion AEW CM Punk. Et ça, c'est une grosse affiche. Ouais. Est-ce que tu veux que je continue sur ma lancée, mon tonton? Ouais, tu peux. On fait pas une review de Dynamite, on vous rassure, hein, mais on fait pas une review de Dynamite. Les deux, trois segments très forts qu'il y a eu en l'occurrence, ce qui s'est passé avec CM Punk et Tanahashi, hein, qui je rappelle est quand même une espèce de John Cena du Japon. Donc voilà, CM Punk effectivement. Donc cette grosse information pour le AEW NJPW Forbidden Door du 26 juin. Et du coup. La suite, sur un énorme segment et quelque chose qui aura occupé aussi les réseaux sociaux, qui aura fait couler beaucoup d'encre pendant cette semaine. C'est sûr. On enchaîne avec MJF qui était parti sur civière 3 jours plus tôt et qui, pour le coup, lui va venir sur le ring un petit peu énervé. Il va très, très rapidement enlever c'est ce qui lui sert de d'écharpe pour dire que maintenant il en a marre d'être MJF, qui va parler au nom de Max Friedman, donc son vrai nom. Et voilà, il va se faire ce qu'on appelle une pipe bombe hein, dans le métier. CM Punk, qui était là juste avant, connaît bien ça. Hein. Il y a maintenant 11 ans, il en a balancé une en direct de WWE Raw. Et du coup, c'est au tour de MJF de le balancer en direct de AEW Dynamite, où il balance un petit peu tout ce qu'il a sur le cœur. Donc, c'est-à-dire le fait qu'il soit pas aussi bien payé que ce qu'il devrait être. Le fait qu'il attire le public, parce que c'est quand même la deuxième personne la plus visionnée du programme, il le dit, hein, c'est un fait aussi d'ailleurs, en termes d'analyse. Lui, juste après CM Punk et Chris Jericho, ça dépend des semaines, c'est la personne qui fait venir les gens sur le programme, et qui est toujours payé un petit peu ce qui est considéré être au lance-pierre, comparé à des nouvelles recrues, surtout des ex-WWE, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, hein, que Tony Khan est un petit peu près de ses sous et qu'il attend de voir les ex-WWE venir, c'est pour ça qu'il garde ses sous. Et il lui demande d'ailleurs juste après, est-ce que tu me traiterais mieux si j'étais un ancien de la WWE? Et là, le public pop comme jamais. C'est vraiment un moment assez incroyable de télévision catchesque, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, après, il commence à dire qu'il en a marre, qu'il veut plus travailler ici. Et ensuite, il commence à un petit peu insulter aussi les fans qui sont au premier rang, en leur disant de la fermer très poliment. Et il finit en disant vire-moi Tony Khan, espèce de bip bip de marque, vire-moi, tu devrais pas être en train de diriger une compagnie, tu devrais être derrière les barrières comme tous les fans. Vire-moi, jusqu'à ce que son micro coupe et qu'on lance la pub très rapidement du côté de l'élite. Et ensuite, on a eu MJF hors antenne qui est sorti par le public. Et c'est CM Punk qui était venu un petit peu pour le faire ressaisir, mais qui n'a pas pu le rattraper parce qu'il est parti par le public en cassant le téléphone d'un fan au passage. Au passage, exactement, ouais.
Voilà, c'est l'un des segments, même à l'heure où on tourne ce podcast, qui est l'un des plus commentés encore aujourd'hui. On ne sait pas forcément où se situe la limite entre le scénario et l'histoire racontée, même si je pense que la limite est très très fine. Les dernières nouvelles qu'on a eues, parce qu'on n'a pas revu MJF depuis le segment de ce segment-là, donc du coup depuis le 1er juin 2022. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été retiré du roster sur le site internet. Sa page pour acheter tout ce qui était son merchandising, donc tout ce qui était produits dérivés, a aussi été supprimé. Il a été supprimé des intros des shows. Et la dernière nouvelle qui est tombée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que la Warner, du coup, qui dirige TNT et TBS, donc les chaînes qui sont associées avec All Elite, ont demandé à enlever toute mention de MJF du programme All Elite. Donc pour l'instant, ça semble être assez compliqué comme situation. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas plus de nouvelles que ça, à part qu'il était supprimé d'un petit peu partout. Ouais, alors on rappelle que MJF, il était en contrat avec la All Elite Wrestling jusqu'en 2024. Pour moi, il a fait un work assez fantastique ce soir-là. Et donc cette fameuse phrase pour finir, comme il lui dit Fire me, fucking Mark. Fucking Mark. Donc bon, on va être coupé par la censure de YouTube peut-être, mais bon, en tout cas ça fait tellement le tour de toute manière. Et effectivement, donc pour moi c'est un work énorme. Pour moi c'est un truc super bien joué par la Hot Wrestling jusqu'à présent. S'il continue comme ça, pour moi c'est un truc qui est pour l'instant extrêmement bien joué. Et par contre, je n'avais pas l'info sur la Warner. Donc, si jamais tu me dis que l'annonceur télévisuel, lui, a tiqué et a pas aimé et a été rué dans les brancards dans les conseils d'administration de la chaîne télé, sachant comment ça se passe aux États-Unis, attention, ouais, là, par contre, là, ils ont peut-être franchi une ligne rouge avec le network qui est peut-être pas ce qui était souhaité, quoi, tu vois. Le problème, ça, tout à fait. mais moi, ça pose un problème, ça. C'est-à-dire que MJF, s'il va à la WWE, comme il le réclame à corps et à cri, finalement, il va avoir du mal à placer, tu vois, des pipe bombs comme ça, de placer des shoots promo comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, je suis totalement dans mon truc que c'est un work total, cette histoire, mais que c'est super bien orchestré jusqu'à présent. Et que s'il continue comme ça, moi je suis très curieux de voir la suite. Mais effectivement, c'est bien, ça rebat les cartes. On est à Double or Nothing, on est à Las Vegas. Et écoute, ça rebat les cartes cette affaire de la Warner qui tique. Donc tic et tac, on verra bien la suite au prochain numéro, comme dit notre Philippe Chiro national. On lui fait un big up d'ailleurs parce qu'il a eu des petits soucis de santé. On l'embrasse très fort. Au passage, écoute, CM Punk, j'avais dit ce que j'avais à dire. Donc écoute, on avance un petit peu dans le temps après ce Dynamite. Il y a eu des bons combats, allez le voir ce Dynamite, il était sympa. Parce qu'il va se passer encore des choses. Il y a eu le retour de Miro au passage, ouais, tout à fait. Et donc, on va avancer et on va se retrouver avec CM Punk, Mataloche. Que s'est-il passé avec CM Punk ? CM Punk qui du coup était aussi présent à Rampage, donc le vendredi juste après Dynamite, on était le 3 juin. Très bon opener d'ailleurs, avec les Young Bucks contre les Lucha Bros. Très 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 bon combat, mais ça, je vous invite à aller le regarder parce que c'est pas le sujet forcément qui nous inquiète. C'est ça, classique, hein, j'ai envie de dire, là on est sur le classique. CM Punk est venu sur le ring d'un air un petit peu attristé, un petit peu emboîtant. On comprenait pas tout ce que c'était, il y avait aucune news qui était sortie sur ça. Et il semble que CM Punk se soit blessé à Dynamite, donc dans le 3 contre 3, entre du coup CM Punk et les FTR contre Max Caster et les Assboy Gun Club. Apparemment, il s'est blessé et du coup, ça va devoir nécessiter une opération chirurgicale. Donc du coup, forcément, il va devoir s'absenter un long moment. Et du coup, il va pas rendre son titre. Mais en tout cas, il va y avoir un champion par intérim qui va être couronné dans les prochaines semaines, normalement à Forbidden Door. On en reparle un petit peu après pour que vous compreniez quelle va être la suite de cette prochaine semaine. Mais du coup, voilà, CM Punk doit rendre sa ceinture pour le moment. Quand il reviendra, il sera toujours champion, donc il devra sans doute affronter le champion par intérim, mais on n'en est pas encore là. Il semble très très bouleversé, en tout cas dans sa promo il le dit, qu'il est vraiment très déçu, que ce qui est le plus cassé à l'intérieur de lui c'est pas sa blessure mais c'est son cœur.
et il remercie beaucoup la AEW et surtout le public pour tout le soutien que ça lui apporte, même maintenant alors qu'il est blessé. Et d'ailleurs, on apprend aussi que Tony Khan voulait que CM Punk reste champion, alors que CM Punk voulait rendre sa ceinture, donc couronner un nouveau champion officiellement. Mais voilà, Tony Khan a insisté pour que CM Punk revienne en forme et à ce moment-là, il affrontera le champion par intérim. Donc voilà, on a un champion du monde AEW qui aura fait moins d'une semaine, malheureusement. C'est ce que tu disais d'ailleurs dans la review du match, le corps de CM Punk est plus de toute fraîcheur, si je peux me permettre. Donc forcément, il est beaucoup plus sujet aux blessures. Et forcément, ça arrive peut-être au pire moment depuis son retour, juste après son couronnement, juste après avoir battu Eggman Page. En plus, ça arrive sur une blessure un petit peu bête. Il tente un springboard clothesline, comme il en a l'habitude. C'est l'un de ses moves assez classiques. Et en fait, il glisse sur la corde et du coup, en se réceptionnant au sol, mauvaise chute et blessure du coup. Donc voilà, CM Punk, on n'a pas le temps d'absence qu'il va avoir. Mais en tout cas, il sera sans doute pas là cet été. Ouais, c'est l'info, ouais. Donc, promo assez émouvante de la part du CM Punk. C'est toujours terrible quand un worker est mis sur la touche à cause d'une blessure. Alors, d'autant plus terrible quand c'est après une semaine de prise de titre. Mais enfin, même pas une semaine d'ailleurs. Si, Ouais. c'est ça, ouais, une semaine, ouais. Et on se rappelle de Finn Balor qui s'était brisé l'épaule comme ça, C'est ça. quoi. Et donc, ça, ça tue un run, ça. Voilà, c'est comme ça, c'est la blessure. Voilà, ces mecs sont des catcheurs professionnels et ça fait partie du truc. Je suis d'accord avec toi sur le fait que CM Punk, de toute façon, n'a plus le corps, je pense, pour encaisser des bumps comme ça. Et que je pense qu'il s'est vu un peu trop beau. Mais alors, je sais que je vais faire hurler. Dans les commentaires, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Mais je me suis expliqué sur le Discord aussi de ce que je pensais par rapport à CM Punk, par rapport à ça. Et voilà, mais là c'est comme ça, c'est la blessure, il est obligé. Donc du coup le titre est mis en stand-by et on fait un champion par intérim. Alors c'est pas la première fois que la All Elite Wrestling pratique ça. Quelque part ça évite la vacance d'un titre. C'est peut-être plutôt pas si mal que ça. Je n'ai pas vraiment d'avis en fait là-dessus, quoi. Donc du coup on se retrouve au Dynamite suivant, c'est-à-dire celui de cette semaine. Et il y a eu une Battle Royale pour désigner. Avant, il y avait eu un match où John Moxley avait chopé un title shot en tant que number one contender, je crois. Et non, même pas. non, c'est même pas ça. Non, il il a le était droit. deuxième dans le classement. Il était deuxième dans le classement. Il était deuxième dans le CM classement. Punk. Ouais, t'as raison. Donc c'est ça. c'était lui qui était censé être le challenger numéro 1. Donc du coup, il n'a pas besoin de faire de combat. Ouais. Est-ce que tu veux que j'explique les règles de... Ouais, vas-y, explique. Du coup, il y a eu une Battle Royale et dans cette Battle Royale, le vainqueur affrontait John Moxley. On est d'accord ? C'est ça, dans le main event, du coup, donc pour déterminer le champion par intérim, on a du coup du côté d'AEW Dynamite du 8 juin, donc celui qui a suivi le Rampage, celui cette semaine. Pour vous dire, là, on est le 10, on enregistre, on est le 9 juin. On est le 9 juin. Même on est le 10 maintenant d'ailleurs. Bah du coup oui, maintenant on est passé le 10. Mais voilà, du coup on a une grosse Battle Royale. Le vainqueur de cette Battle Royale devait affronter John Moxley dans le main event. Donc grosse Battle Royale, c'était sur le Casino Battle Royale, donc sur le même principe que la Battle Royale classique de AEW, donc c'est du 5x5. Et à la fin on a le Joker qui est arrivé. Donc du coup, grosse Battle Royale. Le Joker, je vous le spoil, est-ce que je peux spoiler ? Bah oui, tu peux, vas-y. Oui, je spoil. Alors du coup, le Joker, c'était Andrade du coup, qui fait son retour après quelques semaines d'absence. Il s'est marié avec Charlotte entre-temps. Du coup, là, il fait son retour. Il n'était pas accompagné de Rouge pour le coup. Je pense que ce sera programme pour les prochaines semaines. Mais voilà, mais par contre, le vainqueur de cette Battle Royale, c'est pas du tout Andrade, c'est Kyle O'Reilly. C'est assez étonnant, même si on l'a vu dans le pay-per-view, dans ce match avec Darby Allin. C'est Kyle O'Reilly qui gagne en éliminant Wheeler Yuta, d'ailleurs, qui lui aussi faisait son retour après ce petit tour du côté du Japon. Il a fait le Best of Super Junior du côté de la New Japan. Il est revenu et malheureusement, il a échoué en finale de cette Battle Royale contre Kyle O'Reilly. Donc du coup, on a eu, en main event de ce Dynamite, on a eu un Kyle O'Reilly, John Moxley, qui était très sympathique, assez violent. J'ai envie de dire un petit peu près comme d'habitude avec John Moxley et Kyle O'Reilly. Et voilà, c'était une victoire par contre de John Moxley. Mais du coup, le tournoi s'arrête pas là, parce que c'est pas aussi facile que ça. C'est pas du coup John Moxley le champion par intérim. On aura du coup du côté de New Japan Pro Wrestling Dominion, qui lui aura lieu cette semaine, fin de semaine. Il me semble que c'est le 12 juin. On aura un match entre Hiroshi Tanahashi, qui du coup lui aussi remet en jeu son match à Forbidden Door, contre Hiroki Goto.
Et du coup, le vainqueur de ce match-là affrontera Jon Moxley à Forbidden Door. Et du coup, on aura enfin le nouveau champion AEW par intérim. Ok, eh ben écoute, c'est totalement limpide. Effectivement, gros pay-per-view, gros crossover là, tu vois, un peu comme notre crossover générationnel, mon Tao, entre la NJPW et la All Elite Wrestling, quoi. C'est fou, hein, une fédération qui existe depuis 2019 face à la NJPW qui existe depuis je ne sais point. C'est Les années 70, hein. Une Ouais. vieille fédération maintenant, la NJPW également, quoi, hein, qui marche en décennies, quoi. C'est ça, Écoutez, c'est ça. je suis curieux, donc 1972, hein, elle est un tout petit peu plus jeune que moi. Voilà, moi je suis de 71, elle est de 72. Ah, voilà. Voilà. Et ouais, à Nakano, Japon. Et ouais, donc ça Et va être c'est pas super tout d'ailleurs. intéressant. Je me permets, tonton, de faire encore Vas-y. une aparté, Ah, mais vas-y. parce que Une info. c'est pas le seul featuring qu'on va avoir avec la New Japan. Et du coup, un nouveau aussi champion va être couronné à Forbidden Door, mais cette fois-ci, c'est avec une nouvelle ceinture. Ça a été annoncé également à Dynamite. On aura un tournoi qui a déjà commencé d'ailleurs pour élire le premier champion All Atlantic. Du coup, qui est une ceinture un petit peu intermédiaire, hein, ça ressemble un petit peu à du intercontinental, hein, sur le principe. Et du coup, on a un tournoi avec plusieurs catcheurs. Je prends un petit peu mes notes parce que je me rappelle plus exactement des brackets, comment ça a été annoncé. Mais en gros, du coup, on a plusieurs nationalités. Pour l'instant, on a un catcheur de chaque nationalité qui a été embarqué dans ce tournoi. Donc, c'est un tournoi toujours à élimination directe, comme le tournoi Owen Hart, pour le coup. Et du coup, on aura à Forbidden Door un nouveau champion. Le premier combat de ce tournoi, c'était un Buddy Matthews, du coup, qui représente l'Australie, contre un Pac qui représente, lui, l'Angleterre. Et on a eu une victoire de Pac. C'était aussi un petit peu une revanche, si je peux me permettre, de ce qui s'est passé à Double or Nothing, avec les deux clans qui sont affrontés, puisqu'après le match, les deux clans se regardent depuis l'entrée. Et du coup, on a aussi d'autres catcheurs. On a Ethan Page également, qui va affronter, il me semble, Miro dans le deuxième combat, pardon, de ce tournoi. Et le dernier, enfin le troisième et le dernier qui a été annoncé pour l'instant, parce que le dernier sera du côté de New Japan. Il me semble, alors je me rappelle plus exactement qui c'est qu'on a dans ce tournoi, et les deux derniers m'échappent. Je suis désolé, je prends en même temps mes notes. Le dernier combat, du coup, ce sera Penta Oscuro, qui représente du coup le Mexique, et qui affrontera du coup Malakai Black, qui représente la Hollande, donc les Pays-Bas. Du coup, le dernier combat sera du côté de New Japan, et ce sera du coup à Forbidden Door un combat à 4 participants pour élire le premier champion All Atlantic. Yes, et la ceinture, je la trouve super classe personnellement. Et ce sera effectivement un titre intermédiaire et totalement dans l'esprit du titre intercontinental, exactement, de l'Intercontinental WGP ou de l'Intercontinental à la WWE quand il était à sa juste valeur, ce titre. Voilà, un titre bien galvaudé malheureusement à mon corps défendant depuis pas mal d'années maintenant à la WWE. Il faut bien être objectif là-dessus, trop longtemps, ouais. Laissez-moi booker le titre intercontinental, vous allez voir. Et mais pour moi, l'AIW là fait exactement un vrai bracket international, des mecs qui viennent de partout, de plein de pays. Il manque un Français là-dedans, Tao. Il manque un Français. Il manque un Tristan Archer là-dedans, quoi. Tristan Archer, qui je le rappelle, 2 times WXW champion et qui vient de gagner un Ironman match de 60 minutes, champion unifié. Tristan Archer, le gars de la génération, quoi. C'est dans le catch FR, quoi. Là, c'est un bonhomme, ce Tristan Archer, quoi. Je tiens à le dire haut et fort, quoi. Voilà, ce match énorme face à Axman à la WXW, c'était phénoménal, quoi. Franchement, j'ai vu d'abord une première version de 23 minutes.
Mais parce que j'ai booké, vous pourrez vérifier sur Twitter, j'avais booké le match, j'avais donné le score et tout, quoi. Et alors que le match n'était pas diffusé le soir même en plus, quoi. Et donc le vendredi soir, j'ai donné en fin d'après-midi, j'ai fait un tweet où je mets le booking du match, quoi. Et votre tonton, il a eu tout bon. Allez voir les highlights. Bravo Tristan, quoi. Represent la France sur ce coup-là, quoi. Hashtag Defend French Wrestling, quoi. C'était que du bonheur, ça. Il faut le répéter et on le répète jamais assez. Tristan Archer, c'est un bonhomme, quoi. Voilà. Et là, il va affronter John Gresham, mesdames, messieurs, quoi. Alors, vous aimez le catch, allez voir ici et faites de la pub autour de vous pour que justice soit rendue à Tristan Archer et qu'il ait plus encore de fenêtres mainstream, quoi. Parce que ce qu'il fait en ce moment dans l'Indie, dans la plus grosse fédération européenne, c'est énorme, quoi. Enfin voilà, c'est un cri du cœur là qui sort. Là. Et allez écouter notre émission You Talk Too Much, hashtag 12. C'était il y a 11 mois et voyez le chemin qui a été parcouru par Tristan Archer depuis 11 mois. C'est phénoménal. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, mon Tao, il faut absolument qu'on coupe parce que là, on a l'ingénieur du son qui est au bord de la crise d'apoplexie. Je crois qu'on est OK sur toutes les actus là. Donc vous avez vu MJF qui est en stand-by, CM Punk qui est blessé, gros NJPW AEW crossover qui va débarquer le 26 juin. Votre tonton et votre taloche, on vous tiendra au courant de cette affaire. Je pense que même l'ignoble Ringside sera pas loin de cette histoire parce que comme vous le savez, c'est un gros fan de catch japonais. Donc ça sera intéressant d'avoir son avis là-dessus. Mon bon Tao, il ne me reste plus qu'à encourager le peuple de catch-up à cliquer, à cliquer, à cliquer, à cliquer. Hein ? Il faut cliquer sur le Discord d'abord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube que vous êtes en train de cliquer, de cliquer, de cliquer. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner, très important. Et pour ne manquer aucun épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcasts, PodCloud, Spotify, Podcast Aosha, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict. On est également sur Clapping TV en compagnie des rebuts du catch. Voilà les deux podcasts de catch, je crois, qui sont actuellement sur Clapping TV. Bah, c'est nous. Et c'est des sympatoches retweeters en plus, les amis de Clapping TV. On est disponible où ça encore ? Bah, on est sur Twitter, @catchupcdc. La taloche, c'est @taophilpw. Je crois que je suis complet sur notre promo. On s'excuse encore pour notre retard sur cette grosse analyse de la All Elite Wrestling Double or Nothing. Ma chère Taloche, je te remercie chaudement de m'avoir rejoint dans cette grosse analyse nocturne. Bah merci à toi tonton de l'invitation. C'était un énorme plaisir de faire le plus gros pay-per-view de l'année du côté d'All Elite Wrestling. On se retrouve bientôt. J'espère avec un petit peu moins de retard quand même, il faut l'avouer. Merci en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'ici et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Des bises à ta dame pour avoir supporté ton analyse All Elite Wrestling pendant qu'elle regardait une série qui déchirait tout sa mère. Mais c'est comme ça que ça se passe à Catch Up. Allez, peuple de Catch Up, on vous souhaite là-dessus une bonne semaine pleine de catch, pleine de All Elite Wrestling. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face et on enchaîne en vous collant un bridging O'Connor Roll pour le tomber. 1, 2, 3, victoire en filou de la team Taloche et Tonton. Salut mon Tao. Salut tonton. Salut peuple de catcheur. En retard, mais on s'ambiance quand même.